Je faisais mon stage, tu sais, de fin de l'école, laquelle ma troisième. Ouais, probablement. C'était chez France 2 où j'étais sur l'émission à l'époque des Racines et des Ailes. Mais là, j'ai crapulé du showbiz. Ah bah là, la classe à Dallas déjà. Laisse tomber, je me suis assise dans le fauteuil de David Pujadas. Oh, madame, mais oui. Crapulons, crapulettes, bienvenue dans les Crapules du Showbiz, le podcast qui se rit de l'industrie du spectacle. Aujourd'hui à ma table, je reçois une crapule bien particulière. Elle est autrice de 2 beaux bébés, pour l'instant réalisatrice, ancienne podcasteuse. Elle est aujourd'hui ici pour nous parler de la jet set littéraire. Vous la connaissez déjà, et si c'est pas le cas, votre vie est sur le point d'être bouleversée. Mesdames, messieurs, et toutes celles au milieu, veuillez accueillir Kalindi Randa. Oh là 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 là, mais c'est Laurent Ruquier ou quoi? Ouais, sans les rires gênants. Alors, t'as fait un faux petit rire à un moment donné qui était très bien placé. Ouais. Oh, c'était impressionnant. Ah bah ça me fait plaisir. Oh, j'étais très impressionnée, bravo. Eh ben, écoute, je le répète depuis maintenant une vingtaine d'épisodes. Ah ouais, c'est bien. Et ouais, tu vois. Ah ouais, ça se sent que c'est bossé. Ouais, c'est un peu décadent, mais pas trop dans le contrôle. Par contre, il y a une subtilité du podcast que je viens de saisir, c'est qu'en fait, là, il faut que je parle de crapule littéraire. Ouais. Ah merde, j'ai pas du tout compris la consigne. Alors, non, t'inquiète pas. Alors, t'inquiète pas. C'est crapule au sens très très large. Et moi, je vais en profiter pour te poser des questions sur la bise voilà. D'accord, j'ai compris parce que c'est la merde. J'ai préparé que des trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Évidemment, tout à l'heure, tu as vu Michel Drucker, tu m'as dit, je le connais. Je vais te poser évidemment 1000 questions à ce sujet, car c'est un petit peu notre saint patron. C'est le saint patron du showbiz, hein. Tu vois quelqu'un d'autre qui les tient encore plus comme ça? Pour moi, du showbiz. Mais pour moi, Ruru, hein, parce que moi c'est mon préf, Laurent Ruquier, mais parce qu'il touche à un domaine auquel le Michel Drucker ne touche pas, c'est aussi le théâtre. Ah oui. Laurent Ruquier, il fait quoi? Il fait de la radio, il fait de la télé, il fait du théâtre. Et producteur, il déjeune avec et édite avec tous les grands de ce monde, comme par exemple que des gens morts. Écoute, aujourd'hui, on va tenter de déterminer ensemble si oui ou non tu es une crapule du showbiz. Ah d'accord. Voilà. S'arranger avec la réalité, name dropper en société, s'inviter à des soirées sans invitation. Ah, Tel intéressant. est le quotidien d'une crapule du showbiz. Oh, j'ai une super anecdote. Tout de suite là, on rentre dans le vif du sujet. Ah non, je peux attendre. Ok, d'accord. Mais oh là là, ça me tease un petit peu, mais bref. J'encourage les gens à name dropper, donc il y a un petit jingle qui se déclenche quand tu name drop, ça régale. Il faut que ce soit bien évidemment dans une anecdote en plein milieu, et ça ne peut pas être juste comme ça, quoi. Il faut que ce soit comment dire, au service de ton association dans le showbiz. Tu vois ce que je veux dire? Au service de... Mais bien sûr, voilà. pour qui me prends-tu? J'ai compris le concept. Non, bien sûr. Je te dis ça parce que voilà, il y a des gens qui tout de suite me disent des trucs et tout, et des gens que je croyais dotés d'un cerveau efficace, mais pas toujours. Et qui était navrant. Voilà, navrant. On embrasse tous les gens qui sont passés avant moi. Voilà, terrible. Bon alors, on va commencer par ton enfance parce qu'on veut savoir si tu es partie dans le droit chemin tout de suite du showbiz ou si c'était une erreur de parcours. Est-ce que tu te souviens de ton premier passage en média, donc radio, télé, journal? Bien sûr. Bien sûr. Comme si c'était hier. Ah non, mais écoute... Moi, j'ai très vite été exposée au show business et de manière très intense, puisque à l'âge de 7 ans, je suis passée sur Cuisine TV. Ah oui, je vois. Mais attends, un format inédit de Cuisine TV. Je te raconte. Je suis avec ma meilleure amie, Louise-Anne Roy, que j'embrasse. Et c'est ma meilleure amie à cette époque-là, et qui est toujours une de mes très bonnes amies aujourd'hui. Et sa mère, qui est cuisinière, qui l'était en tout cas à l'époque, nous dit, les filles, Cuisine TV propose de vous filmer pour Halloween à Disneyland. Non, là, c'est un rêve éveillé, là. Non, mais j'ai des vidéos pour preuve à l'appui. Et donc, c'est extraordinaire parce que c'est tout un reportage qui dure genre 1 heure, où c'est un espèce de type, à mon avis, à moitié cocaïnomane, qui parle comme ça, voilà. Mais complètement zinzin, qui... on commence déjà dans la diffamation. Ouais. Heureusement, cet homme, je pense, est mort aujourd'hui, car trop de cocaïne et trop vieux. Voilà. Donc, 2 choses qui, en général, mènent vers le tombeau. Ouais. Et il s'avère que donc l'animateur de cette émission vient nous chercher à l'entrée de Disneyland et nous dit: oui les filles, je vais vous emmener vous faire maquiller et coiffer en sorcière parce que c'est Halloween. Et donc là on est filmé
Tout ça, c'est un reportage. Louisanne et moi, assises à côté, en train de nous faire maquiller et déguiser en sorcière. Et là, il y a une scène extraordinaire où Louisanne, qui était une petite blonde trop mignonne, et moi, j'étais une enfant un peu moins jolie que Louisanne. Et donc, eux, ils lui font un maquillage de jolie sorcière, turquoise et fuchsia, et trucs jolis dans les cheveux. Et moi, c'est gris, noir, rouge. Ils me coiffent les cheveux en pétard. Je suis hideuse. Il y a cette scène mythique dans ma famille où vraiment, je regarde Louisanne et en un regard, tu vois toute ma jalousie qui transperce, tu vois, de mes yeux et de mon âme. Et après, le concept de l'émission, c'était ils prennent plein de gamins pour Halloween à Disney qui vont cuisiner. Et donc, il y avait Louisanne, moi et un autre gamin qui s'appelle Esteban, on s'en fout. Et donc, on doit faire... Tu sais comment ça s'appelle les trucs qui tournent autour des bébés ? Ah, les mobiles. Ouais. Il fallait faire des mobiles avec des petits biscuits secs en forme de chat d'Halloween. Déjà, le concept, voilà, c'est sûr que c'est pas quelqu'un de sobre qui a trouvé ça. Hein. Mais vois, j'adore. Je te l'ai dit. Oui. Des citrouilles et tout, et on le fait. Et en fait, ce qui me fait beaucoup rire avec cette anecdote, c'est que on voyait déjà à l'époque, on n'avait que 7 ans, mais les prémices de notre personnalité d'adulte. C'est-à-dire que Louisanne, elle dit oui, moi j'adore faire des gâteaux avec ma maman et tout. Et je suis là, bah oui, évidemment que j'ai déjà fait un gâteau au chocolat avec ma mère. Enfin, tu vois, il y a un truc de c'est fou. Et donc, j'ai 1 heure et demie de DVD de moi à Cuisine TV, tu vois, c'est déjà pas mal. C'est pas rien, non. C'est pas rien. Mais veux-tu que je te raconte je ne sais pas comment on s'y prend. Vas-y. Parce que ma dernière expérience en date du showbiz est extraordinaire, parce que j'ai pu me venger. Ma première expérience, c'était donc Cuisine TV, mais je suis récemment passée au JT de l'île Maurice. Ah oui, ça c'est pas mal quand même. Ça, c'est pas mal. Mais voulez-vous que je vous raconte cette anecdote ? Mais en lien avec la cuisine ou rien à voir ? Rien à voir, bien sûr. Bah j'adore alors. Je la raconte maintenant ? Oui, bien sûr. Incroyable, parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir combien ça a été un échec et un succès à la fois. Donc, je suis à l'île Maurice. Au début, on m'invite à la radio pour parler de mes bouquins. Bon, j'y vais, ça se passe trop bien. Du coup, le directeur de la télé, de la première chaîne de Maurice, c'est genre TF1, appelle qui ? Il appelle qui ? Je sais plus qui l'appelle. Quelqu'un me rappelle pour dire « Ce mec-là veut te parler, il veut t'inviter au JT dans quelques jours. » Donc, je rencontre le patron de la télé, il me dit « Je t'ai adoré, il faut absolument que tu fasses le JT pour parler de tes bouquins. » Je dis « Bah, j'en mets. » Ah bah oui. Trop bien, super pub. Sauf que, moi, qu'est-ce que j'ai emmené dans ma valise à l'île Maurice ? Rien pour passer à la télévision. Je n'ai que des robes de timpe, parce que, mais c'est vrai, t'as envie d'être habillée légèrement, d'aller à la plage, de montrer tes seins, machin. Voilà. Je me dis, il faut absolument que j'aille m'acheter une robe chicose, où au moins on voit pas tous mes tétés, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, je vais m'acheter une robe en mode The Morning Show, très près du cou, mais très cintrée, très chic. Et j'arrive à la télé, et en fait, cette robe est blanche. Sauf que je ne porte jamais de soutien-gorge. Donc on fait les tests lumière et là la lumière arrive sur mes seins et on voit tous mes ins. Rappelons que l'île Maurice est quand même un pays où la pudeur est de mise à plein d'égards et à plein d'endroits et où on cache globalement le corps des femmes, tu vois. Donc là, mes full ins qui pointaient sous la chaleur des projecteurs... Ça n'allait pas. Donc, ils me disent, excusez-moi, vous pouvez aller mettre un soutien-gorge, s'il vous plaît. Sauf que moi, j'en ai pas. Donc, je vais aux toilettes et je m'enroule les seins de papier toilette. Donc, je sors de l'endroit avec du PQ sur les ins. Je retourne faire mon test lumière et ils sont là, excusez-moi, qu'est-ce que vous avez fait ? Parce qu'on dirait qu'il y a un truc bizarre. Je dis, j'ai mis du PQ. Ils sont là, mais pourquoi vous avez mis du PQ ? Je suis là, mais parce que j'ai pas de soutien-gorge. Et là, la présentatrice du JT elle enlève sa propre veste pour me la donner pour que je puisse me cacher les seins, tu vois. Et j'étais là, pourquoi ? J'ai cru qu'elle allait, la direction dans laquelle ça allait, j'ai cru qu'elle allait retirer sa veste, retirer son soutif et te le filer. Ça aurait été incroyable. Ça, c'est la vraie sororité, ça. Ça aurait été extraordinaire. Mais bon, on n'en était pas là de notre relation quand même. Et donc, écoute, finalement, le JT s'est extrêmement bien passé. J'ai beaucoup ri. Mais cette femme était beaucoup plus petite que moi et donc sa veste m'arrivait vraiment au coude et donc c'est moi tout étriqué pour mon seul vrai passage à la télé un peu sexy, un peu canon, voilà, et ça m'a fait beaucoup rire et c'était extraordinaire parce qu'ils ont fait un sujet sur moi où ils parlent de mes bouquins mais aussi de 4 quarts d'heure et ils ont pris un extrait de 4 quarts d'heure qui est atroce où c'est juste moi en train de au JT devant toute ma famille. Évidemment, la famille qui écoute 4 quarts d'heure qu'à moitié, quoi. Enfin, qui sait ce que tu fais, mais qui écoute pas tous les épisodes. Ah, ma famille de Maurice ? Ah non, ils ont jamais écouté 4 quarts d'heure. Ah non, non. Oui, c'est sûr.
Ça me fait l'idée qu'ils aient pu écouter me fume. Ouais. Non, ils écoutent pas du tout, ça ne les intéresse pas. Et puis surtout, c'est pas du divertissement auquel ils sont habitués. Ouais, bien sûr. Du tout. Ouais. Et même ma famille en France n'écoute pas du tout. Ma mère a écouté 3 épisodes, m'a dit c'est insupportable. Ça, Vouglou, c'est trop. Ouais. Mais trop de bonheur. C'est insoutenable. Non, mais je peux comprendre ce truc de moi parfois quand j'écoute des trucs et que les gens rient trop et que t'es pas dans le bail des gens qui rigolent, il y a un truc parfois un peu excluant. Mais moi, c'est l'inverse. J'ai l'impression d'être à leur table, quoi. C'est vrai ? Bah ouais. Ouais, ça dépend, je pense, de ton caractère. Mais nous, en plus, dans 4 quarts d'heure, on essayait, les filles le font tout le temps, globalement. En plus de tout le temps raconter les trucs, tu vois, pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. On remet dans le contexte et tout. Bien sûr, c'est jamais des private jokes. Bah non. Exactement. Mais j'ai adoré parce que je me suis dit, ils auraient pu prendre un extrait où on parlait d'un truc un peu sérieux. Parce que c'est quand même il y en avait plein aussi. Tu vois, exactement. Ouais. C'est quand même le JT de 20h. Ouais. Tu vois, c'est censé être un peu sérieux. Est-ce que quelqu'un a voulu te nuire, selon toi ? Non, mais je pense que... Et honnêtement, du coup, d'avoir ce sujet qui est passé à Maurice me fume de rire. Bah, j'adore. Et c'est vraiment dans ma petite collection de mes souvenirs saugrenus qui me font chaud à l'âme, ma chère Nala. Tu as fait aussi une couverture. T'as pas fait une couverture de magazine ? Oui. Là-bas, là ? Oui, tout à fait. J'ai vu les photos. Alors là, ma famille était très, très fière. Bah oui, bien sûr. Oh là là. Mais tu sais, pareil pour le JT, parce qu'en fait... moi, bon, c'est pas le sujet, mais j'ai des problèmes d'entente avec certains des membres de ma famille, mais qui sont dus au fait qu'on n'a pas grandi au même endroit, qu'il y a plein de petites choses morales et éthiques et politiques qui nous séparent. Mais on essaye quand même de se voir à chaque fois que je vais à Maurice, je vais voir ma famille, j'essaie d'entretenir les liens. Et il y a plein de gens qui ne voulaient plus me voir suite à la sortie de mon premier roman. Parce qu'ils estimaient que tu en avais trop dit. Ouais, en fait, ils n'ont pas compris. Alors, trop dit et aussi inventé, parce que c'est du roman, c'est une autofiction. Et le concept de fiction a été mal compris. Ouais. Et du coup, on m'a pas mal fait la gueule. Et je suis passée au JT le lendemain. Ouais. J'avais tout le monde qui me rappelait. Ah, bien sûr. Et, c'est sûr. Et c'est drôle, hein. Et tragique. Oui, c'est vrai, mais tu sais, c'est marrant parce que moi aussi, je m'étais brouillée avec certaines personnes de ma famille pour des raisons, tu vois, qui étaient indépendantes de notre volonté. Et moi, j'ai eu une sorte de sauce, quoi, de bad buzz, de truc qui a pris un peu de la place sur Internet du jour au lendemain. Et il y a des gens qui m'ont rappelé parce que justement, il y a eu cette exposition médiatique et ils se sont dit, alors là, plus par empathie, plus par, Bien sûr. Par mesquinerie, tu vois, ils se sont dit, il faut qu'on la rappelle, tu vois. Mais il y a toujours ce truc c'est un pouvoir quand même, la médiatisation. Mais c'est dingue. Ouais. Ça, moi, ça n'a aucune prise sur moi. Donc, du coup, c'est toujours très étonnant. Aucune prise. Aucune. Ça n'en a jamais eu. Ouais. Et moi, par exemple, j'ai un gros souci avec les gens qui name drop. Alors, le faire dans un contexte d'amusement et de podcast. Bien sûr, évidemment. Mais j'ai des amis qui le font. Et je dis tout le temps, est-on obligé de citer, alors qu'on est en train de manger un gratin, 4 fois cet acteur que t'as croisé en soirée, avec qui t'as fumé une cigarette. Oui. Cigarette magique. Je veux dire, on n'est pas obligé. On mange un gratin à la campagne. Après, on va regarder un film sous la couette. Je veux dire, on n'est pas obligé d'essayer de se prouver des trucs. Ouais. Et en fait, j'ai beaucoup de mal, de toute façon, dans les contextes amicaux, quand on a envie de s'interprouver des trucs. Moi, j'ai pas envie de prouver des trucs à mes amis. Mes amis sont mes amis parce qu'ils m'aiment pour ce que je suis. Je les aime pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils représentent, pas pour l'image qu'ils se donnent sur les réseaux. Mais ça, c'est un truc que je suis en train de repenser complètement dans ma vie. C'est ce rapport aux réseaux de toute façon. J'essaie de me défaire vachement d'Instagram parce que je voyais que ça me nuisait vachement au cerveau, tu vois. Et j'ai téléchargé... Alors, j'adore. J'ai téléchargé toutes sortes de choses pour m'empêcher d'aller sur une appli gratuite. C'est incroyable, non ? Ah oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai fait la même chose. C'est dingue, hein. Mais est-ce que tu crois pas que c'est parce que toi, t'as grandi dans le showbiz, t'es toi un peu tel Obélix avec la potion magique, tu vois, tu t'en souviens même plus tellement, tu t'es baigné dedans depuis ton plus jeune âge, alors que d'autres personnes, justement, peuvent se sentir un peu, pas en compétition, mais tu vois, avec un léger retard vis-à-vis de toi et se disent, moi, ce qui me rapproche de Kalindi, c'est ce jour où j'ai fumé une cigarette magique avec cet acteur de second plan. T'as remis tout à fait tout dans le... Parce que je pense que si mes amis étaient passés à Cuisine TV plus jeunes, ils n'auraient pas besoin de name dropper. Bah non. Tu as raison. Bah non, parce qu'en fait, ça ferait tellement partie de leur personnalité qu'ils n'auraient pas à le prouver. Exactement. C'est dur, hein, mais on a envie de... En fait, ils ont envie d'être... comment on dit, worthy of you, tu vois. Mais oui, bien sûr. De me mériter. Ouais, oui, bien sûr. Oui. Écoute, je vais faire en sorte que mes amis passent plus à l'âge. Voilà, c'est la bonne conclusion. C'est faites en sorte que vos amis passent à la télé, s'il y a que ça.
Bon, écoute, t'as un type de célébrité rêvé? Est-ce que tu penses que là, t'as un bon niveau ou tu imagines quelque chose Bah, d'autre? bien sûr que non. Avec, voilà. Mais comme tout le monde, évidemment. Alors, il y a plein de gens qui me disent l'inverse à cette table. Hein. Ah bon? Oui, Oh, les non, faux moi, culs, ouais. je les adore. Ouais. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, la célébrité, de toute façon. D'ailleurs, il n'y a que des aspects négatifs. Tu vois, bah, bien sûr, évidemment, ils sont là, ils jouent le jeu de la classe intellectuelle, tout ça, tu vois. Non, mais là, pour te dire, il faut dire la vérité ou un truc con? Les deux. Les deux. Les deux, globalement. Je veux dire la vérité, puis un truc con. Ouais, voilà. Mais non, moi en réalité, et c'est pour parler sérieusement, j'ai vraiment une hantise des gens qui font des trucs pour être connus. C'est ma hantise personnelle. Sur la télé-réalité, des trucs comme ça, tu veux dire? Non, mais même qui écrivent un bouquin pour être publié. Ah, d'accord, dans l'espoir d'être connu. Ouais, ah, bien sûr. c'est quelque chose qui m'horripile assez. Et je connais plein de gens et plein d'artistes et plein d'auteurs qui font des choses dans l'espoir d'avoir de la reconnaissance, dans l'espoir d'être applaudis. Et je trouve que c'est toujours et ça n'engage que moi, ça n'est que mon avis, mais je trouve que c'est un très mauvais moyen de pratiquer bien sûr. un art quel qu'il soit. Et c'est pourquoi très mauvais point de départ. Non, mais parce que ça fait écho en moi à la musique. Hein. Voilà, tu sais, il y a plein de gens qui commencent la musique pour être connus et qui n'apprennent jamais la musique. Aujourd'hui, putain, ça doit t'énerver. C'est énervant et en même temps, j'essaie de déconstruire ça parce que j'ai pas envie de devenir la vieille mais bien sûr, tu as raison. Qui sait mieux que tout le monde, tu vois. Bien sûr. Et en même temps, aujourd'hui, force est de te constater que personne ne sait lire la musique, personne ne sait trop jouer d'instruments et tout. C'est en train de se perdre quand même, tu vois. C'est une culture. Ah, tu crois vraiment? Ah ouais, je le vois quoi. Ah ouais. Alors, en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui. Non, je suis très condescendante en disant ça. Il y a plein de gens qui savent jouer des instruments, bien sûr, et tout. Mais c'est vrai que il y a d'autres traditions aussi. Et en fait, c'est peut-être une version très européano-centrée, ce que je raconte, tu vois. Parce que peut-être qu'en fait, il y a la tradition orale, il y a plein de choses mais bien qui sûr. rentrent en compte. Et peut-être que, par exemple, je sais pas, en Afrique, tu vois, on lit pas la musique et pourtant, c'est des musiciens exceptionnels. Mais je pense qu'il y a ce truc de. En fait, peut-être que tout simplement, j'ai le seum. Parce que moi, j'étais enfermée dans un conservatoire, telle une prison pendant aussi longtemps, pour savoir lire la clé du 4 et qu'en fait, ça ne me sert à rien aujourd'hui. Donc, je pense que non, mais là, tu parles d'apprentissage. Ah oui. Mais parce que là, c'est pas ce dont tu parles, c'est pas tellement du concept de la célébrité. Non, je parle du fait que les gens veulent même plus apprendre un truc dans un domaine et tout, tu vois, veulent même pas essayer de lire avant d'écrire un bouquin. Ils sont là et en fait, ils ont confiance en eux. Ils ont une communauté peut-être sur les réseaux, ce qui a poussé un éditeur à leur écrire et tout. Et moi-même, un éditeur m'a déjà contacté alors que voilà, je suis incapable d'aligner 3 mots. Mais c'est intéressant. Ouais, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et donc, ils ont même pas envie d'apprendre un métier convenablement. Ils ont même pas envie de, eux, avoir cette exigence-là envers eux-mêmes. Et au contraire, ils se lancent à cœur perdu dans ce truc-là. Et souvent, à raison. Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui des superstars mondiales qui chantent pas très juste, qui jouent pas d'instruments et qui machin, mais qui ont un succès monstrueux parce que... Et tant mieux pour elles. Ouais. Et tant mieux pour elles. Mais moi, je me fiche de comment on réussit à faire quoi que ce soit. Le seul truc où je me dis tout le temps, j'aimerais que le monde marche comme ça, mais parce que je suis balance et que tout est pour moi une question de justice. Et dès que je sens que mes valeurs sont attaquées, je supporte pas. Mais moi, il y a un truc que j'aimerais revendiquer, c'est il faut faire les choses avec sincérité et avec son cœur. Ouais. Et en fait, si on fait pour juste briller, ça n'a aucun intérêt. Et je trouve c'est ça... dur. Souvent, en fait, ça nous est imposé. Je suis désolée, mais quand t'as grandi dans l'indifférence totale de tes parents, machin, qui t'ont jamais reconnu et tout, l'envie de briller, c'est une envie qui te porte comme une autre au final. Enfin, je veux dire... Mais pour moi, elle ne se suffit pas elle-même, non, tu vois. C'est sûr. Et je trouve que ça se voit tout de suite, les gens qui font les choses avec sincérité et ceux qui font les choses par opportunisme. Et moi, personnellement, et c'est peut-être une question d'âge aussi, à l'âge auquel j'arrive, parfois je me dis, j'aimerais que les choses soient faites avec plus de sincérité et un peu moins d'opportunisme. Après, je trouve que le concept de la célébrité est très intéressant et le concept du rapport des gens à la célébrité est toujours passionnant, tu vois. C'est vrai. Hein. Ah, mais c'est toujours passionnant parce qu'en fait, on constate que tous les gens que parfois on voit, qu'on peut fréquenter, etc., et qui se la pètent, sont souvent pas des immenses stars. Non. Et souvent, quand t'entends parler d'immenses stars, en fait, c'est des gens dont tu, justement, n'entends pas parler. Tu ne sais pas où ils vivent, tu ne sais pas ce qu'ils font, tu ne sais pas avec qui ils vivent. Ils cultivent le mystère, ils cultivent le secret. Et moi, j'adore le secret, j'adore le mystère, j'adore imaginer ce qui se vit derrière les portes closes. C'est un peu le sujet de mon prochain roman. Et je trouve ça passionnant. Mais maintenant, pour répondre à ta question, pour revenir à ta question, moi, évidemment que ce que j'aimerais, c'est avoir droit, mais toujours pareil, toujours en étant fidèle à mon cœur, en ne trahissant jamais ce que j'ai vraiment envie de faire.
mon rêve serait d'avoir un très grand prix littéraire parce que j'aurais écrit un très beau roman. Et mon rêve serait d'aller évidemment à de très grands prix de cinéma parce que j'aurais réalisé un joli film. Et c'est évidemment que tu as envie d'être reconnu. Et ce matin, mais tu sais, je te disais que je m'étais engueulée avec ma mère. C'est pour ça que j'ai tardé à venir à cet enregistrement. Voilà, ça intéressera beaucoup nos internautes, mais si ça se trouve, ça les intéressera. Et c'était justement parce qu'elle m'a fait une critique sur un truc que j'avais écrit avant de me faire un compliment. Elle a commencé par une critique et j'ai pas supporté. J'ai pas supporté parce que je lui ai dit, mais maman, là, ce que je voulais, c'était que tu me fasses un compliment et que tu prennes 2 secondes pour dire bravo ma fille, je suis fière de toi. C'est tout ce que j'attends de toi. D'autres gens qui ne sont pas ma mère pourront lire et critiquer et ce sera intéressant sans doute. Ce seront sans doute des retours pertinents à prendre en compte, mais de ma maman, j'attends qu'elle me dise félicitations ma fille, bravo, je suis fière de toi et si possible avec les larmes aux yeux. Voilà. Donc voilà. Et moi tout le temps, et c'est fou ce que le regard de nos parents a joué pour nous parce que moi je me dis toujours si un jour je fais un très beau film, j'ai un film depuis des années dans ma tête que je suis en train de développer avec des super producteurs et j'espère de tout mon cœur qu'un jour il pourra voir le jour. Et si un jour ce film existe, mon rêve ce serait juste qu'il y ait ma mère en plein milieu de la salle et s'il y a une personne s'il y a une personne qui se lève et dont ça me ferait le plus plaisir au monde, ce serait évidemment ma maman. Parce qu'en fait, tout ce que je fais, c'est toujours... Et c'est terrible, à 33 balais, putain de merde. C'est toujours pour ma maman, quoi. Ah, Nala, que va-t-on faire ? De la thérapie dans un premier temps. Mais c'est ce que je fais depuis beaucoup trop d'années. Au goût de et mon dans porte-monnaie. un second temps, on va essayer de faire les choses pour nous. Mais c'est pas un si mauvais moteur que ça mais de je crois faire pas pour non les plus. parents. Mais tu vois. Mais bon. Donc du coup, un petit peu plus de célébrité. Un prix littéraire, lequel ? J'aimerais bien le féminin. Et tu vois, parce que j'aime beaucoup écrire sur les femmes, j'aime beaucoup écrire des personnages de femmes. C'est vrai. Ce que j'adore. C'est vrai, tu aimes ça ? Ben oui, bien sûr, ça ne m'étonne guère. Non, mais je veux dire, ce que j'adore, parce que du coup, moi, j'ai lu tes 2 bouquins. Oh, c'est gentil, merci. Et de rien, je l'ai fait par envie de bonne lecture, pas du tout pour faire plaisir. Je me flatte. C'est terrible, pourquoi les gens disent ça à chaque fois ? Non, mais je l'ai pas fait pour te faire plaisir, comme si c'était... non, mais c'était... En fait, ça se veut être un compliment et ça sonne toujours un petit peu rêche, donc je me permets de remettre un peu de vernis là-dessus. Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai, depuis quelques années, pris en horreur tous les bouquins qui ont que des personnages masculins principaux. Bien sûr. Ça ne m'intéresse plus. Même je lis très peu de livres écrits par des hommes. Ça ne m'intéresse plus trop. Enfin, en tout cas, des hommes, on va dire, hétéros, 6-7, parce qu'il y a un peu ce truc où j'en ai tellement lu que ça y est, j'ai un peu fait le tour. Maintenant, j'ai envie de lire autre chose. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai ressenti dans tes bouquins. C'est vraiment cet aspect de profondeur de personnages féminins. Et ça me plaît, tu vois, ça me tient en haleine parce que je me dis, c'est réaliste, on sait qu'elle sait de quoi elle parle et tout. Donc ça fait plaisir. Voilà. Ça me fait vachement plaisir. Voilà. Mais c'est pas grave, ça fait toujours du bien d'entendre des jolies choses. Maman, prends-en de la graine. Voilà. Mais j'adore parce que j'ai regardé une caméra qui n'existe pas, qui est vraiment à droite d'une caméra qui, elle, existe. C'est incroyable. Oui, mais tu vois, ta mère pourrait être hors champ, tu vois. Et t'attendre là. C'est pour ça. Tu sais... C'était une manifestation fantomatique de ma mère. J'ai pas du tout reçu Bilal Hassani, mais j'ai été en plateau avec Bilal Hassani il y a quelques années et sa mère est toujours dans un coin du plateau parce que c'est sa manager, je crois, sa momager. Bien sûr. J'aime beaucoup ce terme. Bien sûr. Et elle est toujours là et j'adore parce que de temps à autre, il jette des petits clins d'œil comme ça à sa mère. Et mais quelle relation mais j'adore, fantastique. Mais bien sûr. On adorerait, mais bref. Moi, c'est un peu ça que j'ai avec ma maman, c'est juste que elle ne peut pas s'empêcher. Mais ça, c'est très parisien. Je sais pas si tu es né à Paris, mais j'ai remarqué ça chez tous les parents de mes amis parisiens nés à Paris. Il y a une culture du cynisme, du sarcasme, de la vanne noire, tu vois. Et on préfère toujours un peu se foutre de ta gueule d'abord et après te mettre de la pommade. Mais d'abord, en préambule, c'est l'inverse de la méthode américaine. Exactement. Tu vois mais c'est fantastique. Eux, comment c'est vraiment incapables. Amazing. Tout le temps, ils arrivent et te font des grands câlins et après, dans le dos, ils ont tendance à dire elle, je peux pas me la voir. Alors que nous, on va d'abord te chier un peu à la gueule et en fait réaliser que t'es l'amour de notre vie, quoi. Exactement. Et tu vois, par exemple... Je préfère ça de très très loin. Mais moi aussi, on n'a pas envie de focus dans notre vie. Non. Mais on n'a pas envie non plus de gens qui passent là. Par exemple, à Noël, je me fais chier à cuisiner pendant 3 jours pour toute ma famille. C'est moi qui me tape entrée, plat, dessert. Adorable. Ma mère m'a beaucoup aidée sur plein de trucs aussi, mais je me tape les gros postes de travail, tu vois. Le premier truc que ma tante, je l'embrasse, Poutouze, là je regarde la caméra, ma tante Poutouze dit, c'est ma chounette, parce qu'elle parle vraiment comme ça. Oh, elles sont moches tes chaussures. Premier truc qu'elle me dit. Elle ne s'arrête pas là. Elle va voir ma belle-mère, la mère de mon mec. Elle dit Oh, Sylvie, t'as vu, elles sont moches, les chaussures de Chounette.
Troisième occurrence, elle va voir ma mère. Et je suis là, mais vous allez lâcher la grappe de mes chaussures, je viens de passer 3 jours en cuisine pour vous nourrir. Ouais. Bande d'ingrats que vous êtes. Tu vois, et il y a ce truc de... Il y a cette petite culture qu'on a de se piquer tout le temps, ce qui dit évidemment l'amour. Et que parfois, moi je sais que je viens d'une famille très pudique, qui se cache beaucoup derrière la vanne et le sarcasme pour dire tout le cœur qu'il met à apprécier son prochain. Et c'est très difficile de faire déconstruire ça aux autres, surtout aux vieux. Pourquoi je raconte ça ? Rien, on parlait de mère, de momager, de... Ah, Bilal Sani. Ouais, de pourquoi t'avais été en retard, de pourquoi, quel type de célébrité rêver. Ah oui, bien sûr. Et de savoir faire des compliments. Est-ce que tu te souviens de ta toute première rencontre showbiz ? T'as une des personnes que t'as rencontrées en premier qui était vraiment célèbre et là, ouais. Quelle était-elle ? Oh là là. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'ai été journaliste pendant 8 ans. Oui. Et donc, j'ai été journaliste culture. Ce qui fait que j'ai interviewé beaucoup d'artistes et beaucoup de gens du cinéma. Ouais. Alix nous en a parlé quand elle est venue et elle nous a dit que tu étais sa maîtresse de stage, un truc comme ça. Voilà, c'est exactement. ça. Et elle nous a raconté tout ça. Ouais. Et moi, je suis restée presque 6 ans chez Mademoiselle. Et avant ça, j'étais au L. Et donc, j'ai fait beaucoup d'interviews. Et ça n'a jamais été mon exercice préféré. D'accord. Ça n'a jamais été mon exercice préféré parce que j'ai toujours un peu l'impression de faire chier la personne en face parce que je me dis putain on est 50 tu sais, donc quand t'as des très grosses stars notamment américaines, t'as un truc qui s'appelle le junket où en fait t'es dans une chambre d'hôtel, enfin t'es dans un palace parisien, t'as 5 minutes avec une star et 12 autres personnes dans la salle, dont 3 managers, machin, qui te font 3, 2, 1, à vous. Ouais. Et donc, tu dois poser tes questions et t'es là... en anglais, qui n'est pas... Terrible. L'anglais qui, moi, n'est pas ma langue maternelle, une langue que je parle couramment, mais avec laquelle je n'ai pas grandi non plus, tu vois. Donc, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. Ma toute première interview, c'était avec Louis Garrel. J'étais gamine, j'avais genre 19... Non, peut-être 20 ans. Et j'étais stagiaire pour un média féminin et je sais plus quel film il sortait. Et j'étais à l'époque très très fan de Louis Garrel. Comme beaucoup de jeunes femmes. Ah ouais, bien sûr. Et puis a raison, il est formidable, quel grand acteur. Ouais. Et ce jour-là, Louis Garrel arrive avec beaucoup de retard et je découvre un homme tout à fait dégingandé, tu vois, qui avec son grand imperméable, qui se renverse à moitié un café dessus en disant pardon, je suis en retard. Je me suis dit, oh, il est humain, il est charmant, il est maladroit. Bien sûr. Et puis, en fait, c'était une interview filmée et j'étais filmée moi aussi, ou pas, je me souviens plus. En tout cas, c'était une interview filmée. Et donc, ça enregistre, on n'a que 4 minutes, donc il faut que je sois efficace. Oh, et je commence par dire, Louis, je suis tellement aimée de vous voir. Non, qu'est-ce que quoi ? Pourquoi vous avez laissé cette femme interviewer cet homme ? Et je lui dis, parce que quand j'étais jeune, l'un de mes films préférés était un film dans lequel vous jouiez, et là, trou de mémoire. Oh non, absolu, non. C'était juste la belle personne avec Léa Seydoux, tu te souviens ? Moi aussi, j'adore ce film. C'est le film dans lequel j'ai découvert Louis Garrel. Mais moi aussi. Oh là là, et je l'ai vu au hasard sur M6 un jour, alors que j'étais adolescente, et ça a changé ma vie. Eh ben... Tout pareil, sauf que c'était sur... T'es sûr que c'était sur M6 ? Moi, j'avais vu sur Arte. Ça se trouve, c'est la même diffusion qu'on avait. Mais c'est possible. En tout cas, moi, c'était sur une chaîne comme ça, du câble classique, quoi. Et ben voilà, c'est ça. Exactement la même histoire. Et je sais pas, genre un week-end, un dimanche après-midi, on a rien à foutre. Et je suis tombée là-dessus et j'ai été genre estomaquée de tout ce drame. Et je connaissais pas du tout ça en français, quoi. Ouais, c'était génial. Et d'ailleurs, petit aparté, mais un truc de ouf pour moi, c'est que ça aussi, en fait, dans la BO de ce film-là, il y a un artiste que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelait Nick Drake, et avec un album qui a un album fantastique du coup qui s'appelle Five Leaves Left, et cet album-là, j'ai chasamé tout de suite parce que je me suis dit mais c'est cette musique avec ces violons dramatiques comme ça, c'est magnifique. J'ai chasamé, j'ai écouté cet album et c'est trop marrant parce que aujourd'hui c'est l'album qui m'a permis de rencontrer la personne avec qui je suis actuellement. Mais non. Parce que sur le site des rencontres on avait tous les deux cet album préféré entre guillemets, et donc et jamais je pense ça aurait pu connecter, mais tu sais c'est le petit truc en mode genre oh, tu connais cet album niche de machin et tout, et je me dis que voilà, aujourd'hui grâce à Louis Garrel j'ai trouvé l'amour. Oh mais j'adore. Ouais, j'adore. Mais je suis contente d'avoir raconté ça pour que tu me racontes cette histoire. Non, parce que vraiment, genre, cet album de Nick Drake, qui est un artiste sur lequel mais je serais jamais tombée autrement. C'est de la folk et en même temps un peu, enfin, c'est très niche. C'est vraiment un truc de connaisseur, tu vois. Et je serais jamais tombée là-dessus. C'est pas évidemment pas le genre de truc que mettent en avant les plateformes de streaming, tu vois. Ouais. Et oula, je sens un petit peu d'agacement.
Et donc du coup, voilà, phénoménal. Et écouter Nick Drake, hein, c'est vraiment à tomber par terre de beauté, quoi. Mais donc voilà, moi, il y avait cette musique-là qui m'avait choquée. Et surtout, ouais, Louis Garrel dans ce rôle-là. Oh là là. Et puis il est assez doux, avec ses cheveux noirs, là, elle était brune, et puis elle était déprimée, avec la larmichette qui coulait pendant le cours de philosophie. Je sais plus. C'était insupportable, en vrai. Ah ouais, oui. Mais ça nous a parlé. Et en même temps, c'est quoi ? C'est une adaptation de La Princesse de Clèves, mais exactement, c'est une adaptation moderne de La Princesse de Clèves. Ouais. Et c'était mais tellement drama, tu vois, tellement le drama que t'as envie de regarder quand t'es au lycée, quoi. Bien sûr. Et donc, tu vois, je pensais à ce film et je suis face à Louis Garrel avec ses bouclettes souples, tu vois. Et je lui dis, essaie. Et un trou de mémoire, mais terrible, quoi. Et il a été hyper gentil et tout, et il m'a encouragé. Puis j'ai réussi mais j'ai eu la honte de ma vie, tu vois. Enfin, alors que c'est pas grand chose en soi. Mais tu vois, quand t'es jeune, aujourd'hui, ça m'arriverait, je dirais, bon, désolé, j'ai oublié. Voilà, c'est pas grave. Parce que tu own le truc un peu. Mais à l'époque, t'es jeune, t'es face à quelqu'un qui te. Voilà, et t'as 4 minutes surtout. Bah, c'est ça, tu vois. Évidemment que tu vas foirer, genre. Ah, mais ouais. Et alors, j'ai fait des interviews incroyables. J'ai fait The Rock, par exemple. Donc, tu vois, énorme star avec. J'ai fait les 3 en même temps. Il y avait lui, il y avait Kevin Hart. Ah, bah oui. C'était pour Jumanji, ouais. Et puis. Jack Black, peut-être Non, il n'y avait pas Jack Black, malheureusement. Il y avait Joe Jonas. Oh la vache! Qui était trop sympa. Oh là là. Oh, il était sympa comme pas possible. J'ai fait Rebel Wilson, j'ai fait Anna Tawai, j'ai fait plein de grosses stars, tu vois. Anna Tawai. Alors, Anna Tawai, sympa ou pas? Anna Tawai, sympa, mais celle qui ne l'a pas été, c'est Elisabeth Moss. Ok. Elisabeth Moss qui a été pas très aimable et qui m'a dit, genre, déjà, je suis arrivée et elle a dit... Bah non, elle est jolie celle-là, en anglais, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, marrant déjà, on se connaît ni Dave ni Dadon, commentez pas mon physique, même si au fond je suis flattée. Même si, bref, ça ira pour cette fois. Ça ira. Et en fait, on avait créé un jeu super compliqué qu'on voulait faire aux stars, et en fait, ça les saoule, tu vois. Ouais, bien sûr. Et toujours des trucs méga conceptos, alors qu'en fait, ils ont envie de vraiment parler du film, franchement, quoi. Là, c'était pour un film d'horreur, elle touchait plus, les questions étaient nazes. Et donc le jeu, elle ne le comprend pas, et elle me regarde, mais comme une poule devant un couteau, tu vois. Et elle me dit, je ne comprends rien, va falloir m'aider là. Avec un ton mais d'impatience que je peux comprendre. Je peux comprendre, tu vois. Évidemment, t'as fait ça 8 heures dans ta journée, t'as une connasse qui te fait un jeu de merde avec une pancarte pourrie qu'elle a travaillé pendant 3 minutes 12 au chiottes, tu vois. Enfin, c'est naze. Et donc, je peux comprendre que ça a été agaçant. Mais j'ai une autre petite anecdote, si tu veux, d'interview foirée. Bien sûr. C'est tout ce que je préfère là. Vraiment, alors, tu cumules des stars et des fails, c'est tout ce que j'aime. C'est vrai, ça te plaît. Bon, j'ai choisi les bonnes. Un jour, j'étais toute jeune journaliste encore. C'était ma première interview avec des Américains. Et alors, il se passe qu'un matin, je me réveille, toute fraîche. J'habitais à l'époque dans le 18e arrondissement, rue d'En-Raymond. Je me réveille rue d'En-Raymond et je me dis, Kalindi, quelque chose cloche. Je me dis, mais quoi? J'ouvre mon agenda papier, j'ouvre mon agenda mon agenda ordinateur. C'est dire combien je maîtrise la technologie. Mon agenda digital. Putain. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est un bon. Tu me juges pas là. Non, pas du tout. Et je me dis, putain, je sens que j'ai oublié un truc aujourd'hui. Et tu sais, ce truc qui te colle, tu sais que t'as pas écrit un truc dans ton agenda. Et là, je me dis, bon, je sens que j'ai oublié un truc important. Et donc, je commence à aller dans mes mails et regarder. Je trouve rien qui indique que je suis en train de rater un rendez-vous. Et au détour d'un sombre mail dans lequel je suis en copie, je vois que c'est moi qui ai été missionnée pour interviewer les réalisateurs de Little Miss Sunshine, qui sont quand même des gros réals, qu'on adore. Comment ils s'appellent? Faris et j'ai oublié leur nom. Donc, un mec et une meuf trop sympa. Et je vois que l'interview est dans 45 minutes. Je suis au lit avec mon ordinateur et je suis là. Sachant que tu dois toujours arriver un peu en avance. Blablabla. Bien sûr. Je saute sous la douche. Je me lave, machin. J'ai le temps quand même d'enfiler un haut de tennis parce que c'était pour le film La bataille des sexes qui parle du tennis féminin. Voilà. Oui, incroyable. Et donc, je me jette hors de chez moi. J'ai préparé aucune interview. Du coup, j'ai juste vu le film. Du coup, dans le métro, je prépare 3 pauvres questions en disant, bon là, ma vieille, t'y vas au talon. Donc... Ça, j'adore. Ça, c'est une vraie crapule du showbiz. Déjà, terrible. Ah non, mais attends, une crapule du showbiz qui s'assume pas parce que j'avais la goutte au froid. Mais je me suis juste dit, là, ma vieille... Faut y aller quand même. Faut y aller, t'as pas le choix. J'arrive au fil du fion, quoi. Tu vois, vraiment, il m'ouvre la porte, il me dit, c'est à vous dans 5 minutes, machin, attendez là. J'arrive, et déjà, les Américains. Franchement, à part Elisabeth Moss, je n'ai eu qu'à faire qu'à des Américains. Mais ce qu'on disait, tu vois, vraiment, celle qui était extraordinaire, c'était Jada Pinkett Smith. J'adore. Peut-on faire plus américaine que cette femme? Je veux dire, elle est là,
Elle est présente, elle est sympa, elle est souriante, elle est coiffée comme ça. Ouais. J'étais là, c'est beaucoup trop de professionnalisme. Ouais. Et donc, je commence l'interview avec ces gens qui sont charmants, qui me mettent en confiance. Je pose des questions, ça se passe bien. Et ma dernière question, j'en ai plus. Donc là, je suis en train de réfléchir. Et je leur dis, bon, alors, tous les passages avec Emma Stone sont grandioses, hein, vraiment. Est-ce que pour travailler le rôle d'Emma, vous avez été peut-être coachée par... merde, comment elle s'appelle Billie Jean King. Ouais. Et ils me disent, on aurait adoré, mais elle est morte il y a 20 ans, quoi. Voilà. Et là, devant les Américains, parce que t'as pas que, hein, t'as toute la team, machin, qui sont comme ça, genre... Les Français, c'est bolos, tu vois, qui savent rien faire, même pas checker leurs informations. Ouais. Et là, ce jour-là, j'ai eu un peu honte et j'ai éclaté de rire. J'ai dit, désolée, en fait, j'avais oublié cette interview. C'est ma première interview en anglais. Tu l'as dit? Ouais, j'ai dit. Non, tu l'as dit. Ouais, je l'ai dit. Mais franchement, j'étais là. Écoutez, je vous dis la vérité, je l'ai pas préparé, j'avais oublié. Oh non. C'est ma première interview en anglais. Ils ont éclaté de rire. Ouais. Et ils m'ont dit, tu sais quoi? On prend encore 2 minutes, pose-nous une autre question. Je pose une autre question, ça se passe trop bien. On fait on fait une super interview au final. Ils me prennent dans les bras, ils disent bravo pour ta fraîcheur, franchement, on a trop rigolé. Ouais. Et j'étais là, bon, sans doute que derrière, ils ont dit à leurs enfants, putain, mais la branquignole, quoi. Ouais. Mais vraiment, le moment où ils me disent, elle est morte il y a 20 ans, quoi. Ouais, mais tu vois, moi, j'aurais été de celle qui aurait dit non, mais vous auriez aimé. Tu vois, genre un peu, je me serais rattrapée comme ça, en mode genre, bah oui, je sais bien, mais est-ce que vous auriez aimé, si ça avait été possible, pouvoir parler avec ce genre de profil et tout, ça doit être incroyable et tout. Est-ce que t'es en train de me dire, Nala, que j'ai encore plus mal fait mon travail que je ne le croyais? Non, parce que justement, moi, j'aurais pas eu cette connivence-là avec les comédiens, tu vois, avec les réalisateurs, qui eux t'ont dit tu étais fraîche, tout ça. Moi, ils m'auraient dit tu as été une mythomane, tu vois. C'est deux salles, deux ambiances. Tu as été une crapule du showbiz. Bah oui, mais non, mais crapule du showbiz, le but c'est de pas se faire prendre. Donc, mais non, mais toi, non, ta réaction est bien meilleure. J'aurais pas été capable de le faire parce que je sais pas se lâcher prise, mais j'aime beaucoup. Tu sais, moi je vais te dire un truc, je mise tout sur le faux lâcher prise. Je mise tout sur l'hyper. Comment on dit? T'es en train de révéler les secrets de magicien là. Ouais, exactement. Ouais. Attention, prenez-les vite et enfermez-les dans votre besace. Ouais. Non, mais je mise tout sur l'hyper fausse confiance qui fait que parfois tu dis non mais en vrai je l'ai pas fait, puis en fait machin, puis en fait truc. Ouais. Ça te coûte. Moi au fond ça me coûte d'avouer que j'ai pas fait, que si que ça, que je passe pour une conne. Mais je sais que l'effet que je vais retirer de ça, c'est de la connivence. Je le sais, tu vois. Ouais. Tu le sais. Tu te fous. Et en fait, ça c'est un truc que m'a appris le théâtre. C'est de toute façon, non mais c'est vrai, mais tu as dû l'apprendre au conservatoire aussi, c'est ce truc, mais peut-être que c'est différent chez les artistes lyriques, etc. Mais au théâtre, il y a quelque chose de ce qui est ridicule, c'est d'avoir peur de l'être. Oui, tout à fait, ouais. Tu vois ? Et dès que tu essaies de pas faire ridicule, c'est toujours là que les gens vont se foutre de ta gueule. Mais si tu assumes le ridicule, si tu assumes d'être nul à un moment de ta vie, les gens se diront oh marrant, en même temps, elle est rigolote. Ils se diront pas elle fout la honte. Tu vois ? Je suis totalement d'accord avec toi. Ah, merci. Et puis il y a ce truc un peu fake it till you make it aussi. Si tu passes pas par cette partie-là de ta vie, de toute façon, tu n'arriveras jamais à une partie où tu es vraiment bon ou bonne. C'est ça. Et oui, cette partie-là, il faut que tu l'assumes et que tu en ris. Parce que si tu es gêné à l'idée de... Je dis ça alors qu'encore une fois, je te parlais tout à l'heure du fait que en cours de yoga, je suis nulle et j'ai la pression de vouloir être la première de la classe alors que j'ai commencé l'année dernière. Mais ça, c'est... Mais t'as été une première de la classe à l'école ? Non, jamais. Vraiment jamais de la vie. Hein. Ah ouais. Mais moi, je me demandais, est-ce que toi, vu ce que tu me racontes, t'as été un peu le profil à dire oh merde, j'ai complètement raté le contrôle alors que t'as eu 18 derrière? Pas du tout. Non. Moi, j'ai été un... Te faut lâcher prise un peu comme ça en mode ah c'est nul. Non, moi j'ai été un vrai semi-cancre. Hein. Non, j'ai été une vrai semi-cancre. Non, mais j'étais pas la cancre, j'étais pas la cancresse du fond de la classe qui jette des trucs partout, qui insulte les profs. Tu vois, pour moi ça c'est le vrai cancre. Tu vois, insolent. Anti-système total. Ou juste un gros con. Enfin, moi j'en avais un, il s'appelait Florian. C'était juste un gros con. Il était pas anti-système, c'était juste un connard. Il était un peu sexy quand même ou pas? Il était sexy au primaire, puis il est devenu très moche après. Ouais, bon, ça c'est un itinéraire normal de cancre pour moi, mais bref. Exactement. Ok. Exactement. Mais non, moi, écoute, à l'école, j'étais le genre d'élève qui n'avait jamais ses fournitures, qui les empruntait toujours aux autres, et puis qui fourrait. Ma mère, elle me disait, mais je ne comprends pas pourquoi. Je t'achète des pochettes. Pourquoi tu prends tes feuilles libres et tu les bourres dans ton sac au fond? Et après, tu n'arrives plus à retrouver tes cours, et après, tu as des mauvaises notes.
Pourquoi? L'organisation, une mauvaise organisation. Ah mais non, c'est un je m'en foutisme absolu de l'école, où je ne traînais pour le coup qu'avec des semi-cancres aussi, qui n'étaient pas des méga insolents, mais qui ne branlaient rien. En fait, on n'a jamais, avec tous mes amis du collège et du lycée, on n'a jamais rien branlé. C'est quoi, c'est une moyenne de 12 par là? Non, parfois 9, parfois 8, entre parfois 8 et 11, parfois... Ouais. Et alors au lycée, ouais. félicitations, 17 de moyenne. Non, mais alors là, par contre, ça, c'est un truc qui n'existe pas. Normalement, justement, t'es bon plus jeune et après, tu te décourages. Mais pas du tout, ma pauvre. Ouais. Ah non, je te dis ça, pas en seconde, mais en première et terminale. Okay. Pourquoi? Parce qu'en première terminale, tu fais tu fais plus toute la merde que tu te traînais avant. Donc moi, une fois que j'ai eu les matières qui m'intéressaient, j'étais excellente, tu vois. C'est juste que, plusieurs fois, il m'est arrivé d'avoir 0 en maths parce que je n'avais rien compris. Ouais. Et peut-être qu'au bac d'histoire-géographie, j'ai eu 5. Ouais. Peut-être, tu vois. Parce que j'ai inventé une carte de l'Europe rénale. On ne sait pas, tu vois. Okay. Peut-être, c'est possible. Purée, j'aurais adoré être comme toi. Moi, dès que j'ai pris L, j'étais quand même toujours médiocre. Tu étais médiocre. Ouais, non, moi, c'était mais pareil, entre 8 et 12. Voilà. Mais moi, malgré du travail acharné, tu vois. Mais c'est parce que moi, je pense que je n'ai aucune mémoire vive, aucune mémoire du tout. D'accord. Et qu'en fait, j'ai l'impression que l'école, ça a beaucoup reposé sur le par cœur quand même. Mais bien sûr, c'est ça qui est affreux. Et en fait, dès qu'il fallait faire autre chose que du par cœur, vraiment comprendre et analyser un truc avec un peu d'esprit critique, j'y arrivais. Mais le par cœur, l'histoire, par exemple, voilà, c'est impossible. C'est emmagasiner des faits bruts, quoi. Pareil. Donc voilà, impossible. Mais bon, parce qu'on s'est mal enseigné, pardon. Je dis pas ça de tous les professeurs, mais moi, il m'est arrivé d'avoir des professeurs formidables, et notamment un professeur de littérature qui était vraiment formidable, et qui nous donnait le goût des grands textes, qui nous donnait le goût des grands films. Moi, c'est avec lui que j'ai découvert Almodovar, par exemple. Tu vois, il nous avait emmené voir une rétrospective des premiers films d'Almodovar. C'est génial d'emmener voir des ados ces films-là qui parlent tellement de passions empêchées, de sexualité, des choses qui intéressent les adolescents en réalité, tu vois. Vrai. Pas aller voir, là, j'espère qu'ils emmènent pas les gamins voir L'inconnu de la Grande Arche, parce qu'on s'en fout, putain. Est-ce qu'il y a pas autre chose à raconter dans ce monde qui brûle que le gars qui a créé la Grande Arche de la Défense? Mais bon, bref, peu importe. Et tu vois, je me dis, le problème de l'histoire, moi, si tu te souviens de Modern Family, tu vois, Cameron, quand il enseigne l'histoire, il se déguise. Et je me dis, si on avait eu des profs qui incarnaient un petit peu des choses, peut-être qu'on aurait retenu l'histoire. Mais évidemment que quand on te donne une feuille avec toutes les dates à retenir, tu ne peux pas retenir. Racontez-nous des histoires, c'est votre métier, vous êtes prof d'histoire, merde. Je suis d'accord. Ah, ça m'agace beaucoup. Hein. Bah oui, mais l'histoire, ils confondent l'histoire. Bah non, justement, ils ne confondent pas assez l'histoire avec un grand H et l'histoire avec un petit H, tu vois. Bien sûr. En fait, ils devraient confondre plus. Mais bien sûr. Et pourquoi pas, par exemple, prendre. Bon, je dis ça, je suis pas prof, hein, mais pourquoi pas nous raconter. Parce qu'on parle toujours des grandes figures de l'histoire. Mais pourquoi pas nous raconter la vie d'un sombre type qu'on n'a jamais connu, ou d'une sombre meuf, tu vois, exactement, qui a vécu une période mythique de l'histoire, un truc à l'époque médiévale dingue. Parce que c'est souvent par les petites histoires des petites gens, des gens normaux, qu'on raconte la grande histoire derrière. C'est pour ça que les plus belles fresques dans la littérature et au cinéma sont la fresque des gens normaux, en fait, tu vois, leur histoire sur plusieurs générations, etc. Moi, j'en ai rien à foutre de savoir ce que Napoléon a bouffé le midi, tu vois. Donc, bon, c'est pas ça qu'on nous enseignait non plus en cours d'histoire. Mais voilà. Et en fait, la preuve, il faut mieux enseigner l'histoire, parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque terrible où l'histoire se répète tragiquement. Et je me dis que là, il faut vraiment que les profs d'histoire se mettent une pile. Tu vois. Grave. Et se disent là, les gars, c'est notre moment. Si on commence à vouloir transmettre des trucs, c'est right now. Donc encore faut-il qu'ils soient du bon côté de l'histoire, quoi. Souvent les profs quand même, hein, mais pas toujours. Donc les profs sont quand même souvent à gauche, non? J'ose espérer, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas remis un pied à l'école et voilà, mais... T'as enseigné combien de temps, toi? Moi, j'ai enseigné juste la musique et pas en école de musique privée, on va dire. Oh, ça te fait tellement bien. C'était très sympa et en même temps, le Covid m'a stoppé net dans cette progression. Et heureusement, car suite à ça, je me suis lancée sur Twitch, puis sur YouTube et tutti quanti, et maintenant me voici aujourd'hui devant toi. Donc, très intéressant. Et aujourd'hui, je n'enseigne plus le fa majeur et le do dièse, mais bien la culture showbiz. Et ça, voilà, la France, on a quand même vachement plus besoin. Tu donnes un manuel pour crapuler dans le showbiz.
Moi, j'aimerais bien. Un jour, peut-être, j'écrirai. Bah voilà. Voilà une idée de bouquin. Voilà une idée de super. bouquin. Comment bien crapuler dans le showbiz. J'adore. Le guide. Alors, tu verras derrière toi, il y a le guide du show business qui est juste ici, qui est un guide dans lequel tu peux retrouver les adresses et les numéros de téléphone de tous les professionnels du showbiz. C'était l'équivalent de, tu vois, le bottin des stars, quoi. Le bottin des stars. Ah là là. Mais moi, je pense que j'aimerais bien faire le guide des crapules du showbiz. Mais bien sûr. Voilà, pour donner des petites. Je pense que ce serait peut-être des anecdotes, mais qui se finiraient avec une morale de l'histoire. Tu vois, Intéressant. morale de l'histoire. Si on vous invite pas, Non, vous mais pouvez attends. rentrer en faisant ceci, cela. Appel à toutes les maisons d'édition pratiques, là. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Mais voilà un super livre qui mérite d'être sur les étals des libraires. Ouais. Oh là là. Ça, Alors je- qu'on voit Ça, je voilà. le lirais, quoi. Alors qu'il y a des conneries qui. Oh là là, qui vous faites se chier avec les tout. concours, Voilà. les Renaudot, les Féminas. alors- Voilà. Alors que Non, le mais alors guide qu'on a ultime envie de la crapule. Mais en vrai, on a un peu envie de lire ça. Bon, on verra bien. On se fait une petite deuxième saison tranquillou et puis après on en rediscute. Allez, les éditeurs, à Lâchez vos- votre à vos téléphone là. Je vous sens que vous étiez déjà prêts à faire du bif sur moi, mais non, ce sera pas tout de suite. Tu nous as parlé tout à l'heure de Michel Drucker en nous disant que tu avais déjà déjeuné avec lui. Enfin, tu m'as Ouais. dit ça en off et j'ai vraiment besoin que tu me racontes ça au micro. Malheureusement, je n'ai pas mangé seule avec Michel Bien Drucker. sûr. Mais Michel Très peu de personnes le Drucker. font en réalité. Hein. Bah, sans doute, parce Ouais. que voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être assis à sa à table. la table de Dru. Mais non, moi, mon papa était un super cycliste. Et comme beaucoup de cyclistes, il allait s'entraîner, comme beaucoup de cyclistes parisiens, il allait s'entraîner tous les dimanches à Longchamp. Oh là là. Et faire des tours de Longchamp à vélo. Et qui était là-bas très régulièrement? Michel Drucker. Mais c'est incroyable. Et oui, donc ils faisaient souvent du vélo ensemble. Et mon père aimait beaucoup Michel Drucker. Et Michel Drucker, apparemment, aimait beaucoup mon père, d'après ce que mon père me disait. Mais bon, Oui. mon père était une crapule du showbiz. Hein. Ah. Mon père a fait une espèce de... Il est parti sur quelques dates de tournée à l'île Maurice de... Comment ça s'appelle comment ça s'appelle? C'est un homme. Jean-Jacques Goldman. Comment ça s'appelle, Jean-Jacques Goldman? C'est fou, là, tu nous dis vraiment un top 10 showbiz mais oui, mais, France, quoi. mais oui, mais voilà, il a fait, il a joué au tennis avec Ayrton Senna. Oh, wow. Mon père était prof de tennis et mon père était quelqu'un de très marrant et de très apprécié. Et il a coaché Richard Anconina. Enfin, mon père était une vraie crapule du showbiz, tu vois. Ouais, là, il avait... Et puis plein de niveaux de showbiz différents, j'aime beaucoup. Tout à Enfin, T'as vu Ouais, non, c'est Toutes très les échelles. échelle. Et même, tu sauras que quand il est mort, qui est venu à son enterrement? La mairesse de Puteaux. Qui est venue... Non mais, je te jure que c'est vrai. Je m'attendais à un mot de ouf. T'escalades et bam, on redescend. Jean-Jacques Goldman, Richard Anconina, Ayrton Senna, la mairesse de Puteaux. Bah ouais. Eh D'accord. ben, il aurait été Non. content de savoir qu'elle était venue. Bah oui, tu Elle m'étonnes. a fait un discours et tout, elle a chialé. J'étais là, bah classe, papa, il y avait quand même. Moi, je suis pas sûre que si je meurs, il y a le maire de Nogent-le-Rotrou qui se déplace. Oui, c'est vrai. Tu vois? Ouais. Alors que, bon, Non, d'ailleurs. c'est vrai, je n'ai pas affirmé ça. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite. Je connais hyper bien voilà. le maire de Nogent-le-Rotrou. Tu sais que j'hésite à me lancer en politique, mais bon, C'est c'est un vrai autre sujet. Oh la vache. J'ai très envie de me lancer en politique à un niveau local malheureusement, je ne peux pas tout de suite me présenter à la mairie de Paris Oui. Ouais, non, là, c'est un peu tard, là. avec mon programme Soyez de gauche mais soyez beau. Ouais. De toute évidence, hein, parce que voilà, on ne votera Voilà. jamais pour quelqu'un de. Voilà, donc nous, et puis même, on veut des gens qui bossent avec nous. On ne veut que des beaux gosses de la gauche. Voilà. Mais non, moi, je me suis dit, évidemment, je peux pas briguer une mairie importante tout de suite, mais je me suis dit, et si je commençais par exemple par la mairie de Saint-Jean-Pierre-Fixe, où j'habite actuellement, où on est vraiment 14 habitants, Ouais. et je me dis, c'est pas mal pour se lancer en politique. Ouais. Donc j'hésite pour l'instant à créer un parti. Mais tu vois, j'ai plein d'idées. Par exemple, je ferais comme si mon parti était pour aider les chasseurs, Ouais. alors qu'en fait, ce serait pour interdire la chasse. Ouais. Mais C'est tu ferais brillant, non un leurre. Mais c'est ça, c'est Comme- brillant, non? Ouais, ça pourrait fonctionner. Voilà. Parce que c'est pas non plus les plus malins du panier, les chasseurs en général, non? Ah non, on est même sur le bas de l'intelligence du pantard, quoi. C'est dur parce que voilà, parfois il y a des gens qui rentrent là-dedans par tradition, par envie de Non, mais c'est pas les nôtres. de hein. plaire à leurs parents et tout. Ouais, non. Non, c'est pas les nôtres. Moi, je Ouais, les vois, les comprends. chasseurs en face de chez moi, Ouais. et j'ai pas de mal à cracher sur ces gens-là, Ah parce ouais. que très souvent, c'est les mêmes qui votent très très à droite. Mhm. Chez moi, j'entends, hein, je ne parle que de ceux que je connais qui chassent dans ma forêt juste en face, et qui, à chaque fois, j'ai très très peur qu'ils pensent que la titounette, mon chat aîné, est un gros lapin. Parce qu'il a des fesses de lapin, Aïe. et il court comme un lapin, avec les pieds un peu comme ça. Ah ouais. Et du coup, j'ai très très peur qu'ils se prennent du plomb dans le cul, parce qu'on l'aurait pris pour un lapin de Garenne. Tu vois. Oh non. Heureusement, il est blanc, donc je me dis c'est peut-être ça, mais tu sais, comme ils sont souvent, ils picolent le matin. Enfin bon, bref, Ouais, peu bah. importe. Je veux pas véhiculer des clichés sur les Non, chasseurs. bien En même sûr. temps, j'en ai rien à foutre. Ouais. Donc voilà où on en était. On parlait des chasseurs, mais moi je voulais savoir. Ah, Michel Drucker. Bah ouais, c'est Ah oui. c'est comment un déjeuner avec Michel? Alors attends, parce que je n'ai pas déjeuné avec Michel dans ce contexte. Ouais. J'ai déjeuné avec Michel plus tard, quand j'avais genre 11 ans ou 12 ans. Beaucoup plus tard.
parce que beaucoup plus tard, parce que je faisais mon stage, tu sais, de fin de l'école, laquelle, la 3e. Ouais, probablement. C'était chez France 2 où j'étais sur l'émission à l'époque des Racines et des ailes. Alors, j'ai crapulé du showbiz. Ah bah là, la classe à Dallas déjà. Laisse tomber. Je me suis assise dans le fauteuil de David Pujadas. Madame. Mais oui. Et j'ai une photo de moi à 12 ans comme ça. Tu vois que je suis genre constipax au max. Et ce jour-là, l'anecdote est semi-amusante, comme un semi-canque, semi-amusante. Je dois partir enregistrer, enfin pas enregistrer, mais je dois assister à l'enregistrement d'un épisode de Des Racines et des ailes. Et je ne sais pas ce qui se passe. Ah oui, je suis en train de faire la queue pour acheter un sandwich. Parce que moi, toutes mes plantades dans la vie sont reliées au fait que j'étais en train d'essayer de manger. J'essaye d'acheter un sandwich à la cantine de France 2. Et il s'avère que je rate le taxi avec les autres gens qui étaient censés m'emmener au truc de rec de Des Racines et des ailes. Et je me retrouve seule, à 12 ans, dans l'immense truc de France 2 en me disant merde. Et il y avait la table où il y avait Michel Drucker qui mangeait avec plein de gens. Et ils m'ont proposé de me joindre à eux. Et j'ai mangé à la même table qu'eux. Et j'étais là. Et après, je suis allée voir Michel Drucker. Je lui ai dit, il y a mon papa qui fait du vélo avec vous dimanche. Trop mimi, il m'a dit, ah oui, bah c'est bien. On avait rien à foutre. Ah, mais t'as mangé à sa table par dépit presque. Ouais, bah ouais, ça te déçoit. Ouais. Non, pas du tout, pas du tout. C'est encore plus mignon, je trouve. C'est encore plus, tu vois. Tu ne l'as pas fait par voilà. Non, tu l'as fait parce que tu errais quoi. Ah ouais, ils ont eu de la peine pour rien, tu vois. Mais comme la fois où j'ai mangé à côté du président du Togo mon gratin de mérou, c'est parce que ma mère m'avait confié. On était au Togo, ma mère était hôtesse de l'air sur ce vol-là, et en fait, elle devait préparer son briefing avec son équipe, et elle m'avait confié à un type de l'aéroport en disant bah emmenez ma fille au filtre. Sauf que le gars pense que je suis plus âgée que ça, il a rien compris, et il s'est dit bon bah en fait elle veut que je l'amène je sais plus où, et il m'a laissé un endroit de l'aéroport incongru, donc je me retrouve seule, gamine, là j'ai 10 ans, à l'aéroport du Togo, en me disant merde, comment je vais arriver jusqu'au vol, tu sais, à l'époque t'es pas débrouillard à 10 ans quoi. Non, c'est sûr. Et en arrivant au filtre, pas au filtre, à l'embarquement, je dis à la dame, excusez-moi, c'est bien ça le vol pour machin, il y a ma maman, elle s'appelle Christine Ramphel et tout. Et ils sont là, oui, mais ma pauvre, mais personne t'a escorté et tout, on escorte les enfants généralement. Voilà. Et du coup, ils m'ont dit, bon, bah pour nous rattraper, on te met en première classe. Et en première classe, je me retrouve à côté de qui? Le président du Togo. Mais c'était encore un truc de fail en fait. Mais globalement, dans la vie, les plus grandes opportunités, comme manger un gratin de mérou à côté du président du Togo ou manger un sandwich à la table de Michel Drucker, se présentent à cause de fail. Moi j'ai remarqué de toute façon que quelque chose qui commence très bien finit souvent mal, et quelque chose qui commence très très mal finit souvent par quelque chose de positif. Ah bon? Bah oui, c'est ce que j'ai éprouvé dans ma chair en tout cas jusqu'à présent. Ah, ça me conforte dans beaucoup d'aspects de ma carrière, ce que tu racontes là. Je te cache pas, vraiment. Je me dis qu'il y a encore quelque chose à sauver dans ce cas. Mais tu rigoles, ta carrière est formidable ma chère. Écoute, depuis quelques mois ça va mieux. Mais c'est quoi ta carrière idéale? Bah, ma carrière idéale, au début, ça a été très longtemps la musique. Et évidemment, voilà, j'ai essayé. On m'a fait comprendre que voilà, la musique n'avait que très peu d'importance dans l'industrie de la musique. Donc, tu vois, ça a été un petit mindfuck pour moi pendant assez longtemps. Donc, du coup, j'ai été très frustrée là-dedans. Et je me suis quand même rendu compte que, c'est à ce moment-là que je me suis posé la question, mais est-ce qu'en fait, la musique, je l'ai fait par dépit parce qu'on m'a inscrit au conservatoire à 6 ans, ou est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Et je me suis rendu compte que même sur scène, de toute façon, quand je chantais des chansons, c'était des prétextes pour faire des sketchs entre les chansons. Donc, je pense que la volonté de raconter de la merde dans un micro était plus forte que la volonté musicale, presque. Bien sûr. Donc, en ce moment, je suis en train de me rendre compte que je suis très heureuse de pouvoir raconter de la merde dans un micro sans avoir à faire de la musique particulièrement. Ah, c'est génial, tu t'es trouvé. Bah, j'adore la musique au demeurant, j'en écoute tous les jours et je vais à plein de concerts et ça reste au centre de ma vie. Mais c'est vrai que je me suis trouvée dans le seul truc que on m'avait pas biberonné quoi, dans lequel on m'avait pas mis de force avec toute la bienveillance du monde. Donc du coup voilà, ça commence, c'est très chouette. Je rencontre des gens qui font la même chose que moi et ça c'est déjà énorme en fait. C'est génial. Dans les mêmes milieux que les gens qui ont la même personnalité que moi, c'est un soulagement. Mais bien sûr. Moi, jusqu'à présent, voilà, je suis un peu la folle de mes amies, celle qui a des projets, celle qui fait à droite à gauche et celle qui se met à corps perdu dans ses projets. Et c'est vrai que jusque-là, j'avais pas vraiment d'amis qui avaient le même profil que moi. Et là, d'enfin arriver dans les bonnes soirées, au bon micro et tout, ça change tout.
C'est génial. Voilà, je me sens moins seule, mais ça fait plaisir. Ah, je suis contente pour toi. Eh ben, merci. Et j'espère que tu vas développer tout ça. Est-ce que du coup, tu as envie de faire du stand-up, par exemple ? Non, ça, c'est pas mon truc. Alors déjà, manque de mémoire affligeant, hein, vraiment. Hein. Je ne serais incapable de retenir ne serait-ce qu'une seule blague par cœur. Moi, ma plus grande force, c'est l'improvisation. Donc, donc, à la rigueur des spectacles d'improvisation, j'en sais rien, il faudrait que je me renseigne. Mais frotte-toi ça, putain. Là, tu vas prendre un pied monstrueux, je pense. Hein. Parce que j'adore ça. Et en même temps, mon plus grand rêve, tiens-toi bien, je vais te dire ce que c'est mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, ce serait d'être une sorte de... C'est très ambitieux, hein, mais c'est, on va dire, le endgame, tu vois. Ce serait d'être une sorte de Jimmy Fallon française. Oh, j'adore. Ce serait d'avoir mon late show comme ça, je serais au micro, je serais très, très décontractée. Voilà, vous voyez, j'ai une sorte de pied sur la coudoir. Voilà. Mais comme Alain Chabat, quoi. Ouais, voilà, il a essayé de faire ça. Je crois que ça n'a pas très très bien fonctionné. Non, ça n'a pas marché dans la France. Mais voilà, parce que pour l'instant en France, ça ne fonctionne pas très bien. Donc je me dis, comment faire ? Est-ce que finalement il faut vraiment casser les codes et mettre une femme plus jeune, machin et tout ? Ou alors est-ce que de toute façon les Français n'adhéreront pas ? On ne sait pas. Mais en tout cas, j'adorerais avoir une émission, la présenter et mélanger de l'humour et de la musique. Tu serais super. Ouais, en fait, tu veux être Nagui, quoi. J'aimerais bien être Nagui, mais un peu moins Nagui. Ouais, bah non, mais bien sûr. Ouais, tu vois. Je dis Nagui dans sa profession, le côté mais pas... de Nagui, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais est-ce que tu as vu la série Axe ? Non, pas du tout. Oh putain. Axe. H-A-C-K-S. Hacks. Ok, d'accord, ouais, je vois. Non, mais il faut absolument que tu vois cette série. Ok. Parce que c'est l'histoire d'une espèce d'énorme star du stand-up, mais qui a genre 60 ballets et qui performe tous les jours à Las Vegas. Sauf qu'en fait, elle a eu un petit bad buzz et globalement, elle est sur le déclin, tu vois, et ce qu'elle raconte, toujours un peu border. Ouais. Et on lui colle dans les pattes une jeune autrice qui a notre âge et qui, elle, est l'incarnation de la meuf woke d'après les standards américains, tu vois. Et donc, elles vont devoir travailler toutes les deux à l'élaboration de nouvelles vannes et s'entendre alors qu'elles sont pas de la même époque, elles pensent pas les mêmes choses de la politique. Il y en a une qui est riche, il y en a une qui galère. C'est très drôle. La première saison, d'après moi, n'est pas bonne parce qu'en plus, on te vend des gens qui écrivent des vannes et en fait, on ne les voit jamais écrire des vannes et on n'entend quasiment jamais ces gens-là faire des vannes sur scène. Ouais. Donc c'est décevant, mais après les saisons 2, 3 et 4 sont extraordinaires. Et justement, l'ambition de la meuf qui fait Vegas tous les soirs dans la saison 3 ou 4, je sais plus, c'est d'être la première femme à animer un late show. Ouais. Et tu vois les rouages de comment ça fonctionne et combien c'est cruel. La compétition aux États-Unis entre ces espèces d'énormes stars de l'humour, c'est passionnant. Ouais. Et combien il n'y en a pas un qui a envie de faire de place à une meuf, tu vois. Non, ça c'est sûr. En dépit de tout ce qu'ils montrent, tu vois, de tous ces mecs qui sont toujours hyper prompts à faire des leçons de morale. Oui. En fait, dès qu'on menace un petit peu leur statut, là, il n'y a plus personne, tu vois. Terminé. Alors, bon, c'est de la fiction, mais j'imagine que ça raconte un petit peu ce qui peut éventuellement se passer dans le monde actuel et véritable. Donc, tout ça pour dire que je te conseille cette série qui est super. Et tu serais une formidable Nagui Panagui, quoi. Ah, c'est gentil. Ah ouais. Écoute, il me faut encore une plus belle collection de cravates, il faut encore que je me détende, il faut encore que je crapule encore un peu plus. Mais je vais trouver mon ton, je vais trouver ma voix, voilà. Non, mais il y a aussi un truc, c'est que les cravates, ça viendra quand tu auras la thune de Nagui Panagui. Ouais, parce que là, pour l'instant, c'est les cravates de mon père, voilà, que j'ai récupérées, bien sûr. Bien sûr. Il y en a des nouvelles qui arrivent via Vinted, mais voilà, c'est un budget conséquent, voilà, je vous le cache pas. Il va falloir laisser des petits pouces bleus et puis des petits commentaires sous le podcast. SVP. Voilà. Bref. Et plutôt 2 fois qu'une. Top 1 des personnes les plus connues que t'aies croisées dans ta vie. Je pense The Rock. Ouais, The Rock. Parce que The Rock, il fait, tu vois, il est connu chez les gars, chez les meufs, chez tous les gars et toutes les meufs. Enfin, je veux dire, je pense que c'est le gars le plus connu que j'ai interviewé. C'est parce que tu peux te dire Keira Knightley. En fait, il y a des gens qui la connaissent pas forcément parce qu'elle joue un peu toujours dans le même genre de film. Ouais. Tu vois. Ouais, quand même. Hein. Moi, je suis sûre qu'il y a plein d'endroits où tu demandes et les gens savent pas qui est Keira Knightley. Franchement. Elle a joué dans la plus grande comédie romantique de tous les temps, là, comment elle s'appelle? Love Actually. Ouais. Et elle a joué dans Star Wars, donc quand même, tu vois. Oui, mais qui sait que c'est elle dans Love Actually? Elle a 12 ans et demi, une gavroche. Ouais, tu vois, personne ne peut la reconnaître. Non, c'est vrai, tout ce que tu racontes. Tu vois, donc je me dis, non, je pense que The Rock est peut-être le mec le plus connu, mais j'ai dans ma petite besace d'anecdotes, moi j'ai eu un amant qui était la doublure
d'un des plus gros acteurs hollywoodiens. Ah, ça me plaît. La doublure française La doublure... non, la silhouette, le stunt acteur, tu vois. Oh, waouh Donc, stunt acteur, c'est cascadeur, on c'est est un d'accord, en cascadeur, français. Ok. et c'est le gars qui, voilà, ouais, exactement, qui fait les cascades à la place des acteurs qui veulent pas, et qui joue dans des très très gros films d'action, et qui a été mon amant pendant quelques temps. C'est déjà affreusement sexy. Déjà un cascadeur, voilà. Il était terriblement con. Ah bah, et en même temps, tu te prends beaucoup de coups sur la tête. Hein. C'est Voilà. ce que je me suis dit. Commotion Un jour où je l'ai cérébrale, vu être se jeter d'un camion, être enfermé dans une machine à laver, je me suis dit mais c'est pour ça en Mais fait oui. qu'il est imbécile. Ceci le pauvre. explique cela. Et il s'est cogné la tête à fond. Mais c'est un homme que j'ai rencontré tout bêtement sur Tinder. Ah, mais tout bêtement. Ah ouais. Et en fait, à l'époque, il était... je vais pas donner trop de détails, parce que voilà, Ouais. je recherche comment... En tout cas, à l'époque, il disait pas sur Tinder que c'était cette doublure-là, mais il mettait qu'il était cascadeur. Et donc, quand on s'est rencontrés la première fois, je lui dis, putain, tu me fais penser à quelqu'un, c'est fou. Et il me dit, oui, tu bah m'étonnes. ouais, en Ouais. fait, voilà, moi, je suis la doublure de machin. Tu peux me le dire juste pour moi, je le biperai. Oui, bien sûr. Ah ouais. Oh, pas mal. Ouais, Juste ouais. pour voir le physique, quoi, tu vois. Ah ouais, bah il s'appelle... Je te montrerai. Et, Deux salles, deux ambiances, vraiment. ah ouais. Et donc oui, ce type a été mon amant, et donc j'ai fréquenté un cascadeur méga star, tu vois, qui joue aussi, il a fait, parce qu'il n'a pas été que le cascadeur de lui, il a fait énormément de gros blockbusters d'action aux États-Unis. Okay. Et donc il m'a raconté les coulisses, c'était passionnant, mais il souffrait de ce truc de tout le monde ne lui parlait que de ça. Bah ouais. Et en fait, ça l'agaçait tu connais profondément. vraiment cet acteur Ouais. en vrai. Et ça le saoulait parce qu'en plus il était pote. En vrai, quand tu passes des mois et des mois de tournage avec un mec tout le temps, en fait tu deviens pote. Il était très ami avec le gars, Ok. en l'occurrence. Oh là là. Il me montrait des photos de dîner avec sa femme et Oh tout là machin. là, j'adore. Mais à la fois il me disait franchement j'en ai marre d'en parler parce que ma valeur ne réside aujourd'hui que dans le fait que je double un autre gars. Ouais, bien Tu sûr. vois, Ouais. pour ton ego, il y a quand même mieux, tu vois. Non, c'est sûr. Et mais voilà, ça c'était mon petit truc croustiflux. J'aime bien, c'est très croustillant. C'est très croustillant. Ouais. Et parce que donc quand on est journaliste cinéma, on est invité souvent à des gros festivals de cinéma, et on fait la fête dans les mêmes endroits que les acteurs et les réalisateurs invités par le festival, qui viennent soit défendre des films, soit être dans les jurys. Et donc tu te retrouves à faire la fête un peu avec plein de... Alors tu fais pas la fête avec eux, tu fais pas un twerk, j'ai pas twerké sur Pierce Brosnan, tu vois. Ouais. Mais il était là, quoi. Ouais. Tu vois, il y a plein de soirées que j'ai fait. Et un jour, j'ai eu un eye contact assez fou, quoi, avec l'acteur, putain, j'ai oublié son blaze, qui jouait dans Ready Player One, le film de Spielberg. Ouais. Est-ce que vous voyez qui c'est ? Je vois l'acteur principal. L'acteur principal avec sa lèvre un peu lipue, là. Et, C'est ou en pas tout un- cas... Il a fait d'autres trucs derrière ou pas? Oui, il a fait d'autres trucs. Et là, il était venu présenter un film indé américain dont j'ai oublié le nom. Bah là, ce serait Ty Sheridan. Ty Sheridan. Et Ah après, oui, il a pas fait mal. X-Men, il me semble aussi. Et on a échangé un eye contact. Là, je l'ai pas inventé, je te jure. Ouais. Un eye contact, mais brûlant en soirée, mais brûlantissime. Et après, on est parti de la soirée en même temps, et on dormait dans le même hôtel à Deauville. Et c'était J'adore. le Royal à Deauville, là, qui est vraiment sur la plage. C'est un hôtel magnifique. Et on n'avait pas la même chambre, évidemment. Et en fait, il y avait 2 ascenseurs, et le mien n'arrivait pas, et le sien est arrivé. Et il m'a dit, est-ce que tu veux partager mon ascenseur ? Et j'ai dit, oui. Et donc, je suis allée dans l'ascenseur, on s'est regardé à la dérobée, et je n'ai rien osé faire. Et j'ai attendu d'être dans ma chambre pour lui écrire sur Instagram, hello, est-ce que ça te dit d'aller boire un verre au bar de l'hôtel ? Ouais. Il était genre 3h du matin, tu vois. Ouais. Et il m'a évidemment jamais répondu, parce que c'est évidemment pas lui qui gère son Instagram, Ouais. tu vois. Et voilà comment j'ai pas eu Ty Sheridan comme allemand, mais je pense que c'est la seule chose qui nous a empêché d'être amants, quoi. Oh, Voilà. c'est dommage. Alors qu'en plus, oui, c'était si proche. Ouais, l'ascenseur, là, c'est le moment. Bah là, si c'est pas le moment de faire sauter le slip, Ouais. je ne sais pas ce qu'il faut. Oui, mais tu vois, pour moi, c'est un acte manqué pour de diverses raisons. Je pense qu'il fallait pas. Tu crois ? Ouais. Les choses qui doivent se passer se passent, et puis celles qui doivent pas se passer Ah se bah passent non, pas. il y a beaucoup de choses qui se passent qui auraient pas dû se passer. Oui, c'est vrai. Cette même fois, c'est Non, c'est même, vrai, c'est horrible, ce que je ce même raconte. fois. Qu'est-ce que je raconte? Ça va pas du tout. Non, mais j'avais envie de la conforter, mais en fait, tu me prends très mal. Non, bon, je vais arrêter de ça tout de suite. Toutes les choses qui se passent devaient se passer, ok. Ok. Bon, là, les génocides, là, c'est nickel. Ouais, en vrai, tous les hommes c'est s'aident qui à doit, co-fab, voilà. globalement. Oh, c'est bien. Putain. Mais ouais. Et voilà, donc très, 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 très triste Ok. de cette non-expérience. Ouais, je comprends. Ouais. Écoute, je pense qu'on va faire une petite pause publicité pour Ah, mais bien les gens, sûr, histoire bien juste que sûr. ce soit pas au milieu d'une phrase, parce que j'ai décidé de prendre cette nouvelle résolution. Et puis, à tout de suite pour des nouvelles aventures. C'est le Ouais. retour de la pub. Kalindi,
Tout va bien. Oui, tu sais. Oh, Oh là là. Tu sais, moi, Ouais, voilà. j'ai fait la paix. J'ai fait la paix avec mon physique, tu me disais tout à l'heure. Ouais, j'ai fait une paix. Attention, j'ai fait une paix à 80%, tu vois. Il Ouais. reste 20% d'échecs réguliers face à mon physique. Ouais. Mais bon, écoute, j'essaye de faire autre chose dans ma vie que de me regarder le fion aussi. Ouais, c'est Voilà. ça. Voilà. C'est dur parce que on est quand même en permanence filmé, scruté, machin. Bon, après, on y contribue nous-mêmes sur Alors Instagram. moi non, mais Non, mais je suis pas filmée en permanence parce que je Ouais. supporterais pas ça, tu vois. oui, mais quand je dis en permanence, c'est des stories Instagram, Ah c'est oui. des trucs, c'est des tournages. Ah oui, c'est vrai que toi, c'était pas encore. Vous avez sur 4 quarts d'heure, c'était filmé vers la fin seulement. Ouais, c'était filmé vers la fin. Tout à fait, ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Et donc du coup, bon non mais voilà, il y a ce truc où pareil, moi j'ai dû faire la paix, mais plus par dépit quoi. Il y a tellement de fois où j'ai un petit Mickey dans le nez alors qu'on tourne depuis 3 heures, tellement Aïe, de aïe, fois aïe. voilà que bon voilà, je contrebalance en mettant des photos méga fraîches de moi en front page Instagram, Bien voilà, sûr, en tu me as raison. disant ces photos-là feront preuve de bonne foi de ma beauté Mais bien sûr. et le reste voilà. Je Évidemment. virerai aux oubliettes, voilà, c'est comme ça. C'est un déni ignoble, hein, mais bref. Non, mais tu fais très bien. Écoute, j'ai concocté un petit jeu. Ah, j'adore Un les petit jeux. jeu assez court qui me faisait rire. Je l'ai fait évidemment hier soir parce que je me suis très très mal organisée une fois de plus, mais nos auditeurs n'ont pas semi-cancre de nouveau. besoin de le savoir, mais je le dis car je ne peux pas m'en empêcher. Un jeu qui s'appelle Est-ce que ces avis littéraires parlent de toi ou pas? Oh là. Ouais, J'adore ce jeu. Je l'ai très mal expliqué. En gros, je suis sur une application qui s'appelle Glyph. Je sais pas si tu connais. Non. Ok, c'est une application où tu répertories tes livres. Tu dis, c'est un peu Ah. comme Babelio, mais pour Génial. ceux qui veulent faire leur intéressant, apparemment, vu que je savais pas Mais que. c'est connu ça? Eh ben, plus ou moins, il y a des gens dessus. Enfin bref. Mais combien? Combien, j'en sais rien. Et tu vois, c'est ça qu'il faut que je fasse. Moi, c'est dans une note de mon téléphone où je pense Ouais. une fois tous les 6 mois à noter un livre ou un Ouais. film que j'ai vu ou que j'ai lu. Et je suis là, je me souviens de rien. Parce que comme toi, j'ai une mémoire de poisson Ouais, rougeâtre. mais c'est bien Glyph. Et en Glyph. plus, il y a une fonctionnalité, il me semble, sur Glyph, c'est que tu peux scanner ta bibliothèque et voit tous les titres et tous les auteurs et te les rajoute. Donc tu as Non. même pas besoin. Ah ouais, c'est très très fort ça. Mais attends, mais comment il les scanne? Bah, il les scanne, tu prends en photo. Mais Et- s'il n'y a pas de code barre. Bah en fait, il reconnaît le nom de l'auteur et le nom Ah du oui, truc. mais bien et, sûr, et on tout est en répertorié. 2026. Ah oui, tout est Bien sûr. répertorié. C'est très très fort. Hein. Oh là 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 là. Donc voilà, je vais te lire des commentaires qui ont été laissés sous Oh les là là. livres. Est-ce que c'est des commentaires qui ont été laissés sous les tiens ou sous d'autres livres? Ah, c'est amusant. Voilà. Premier commentaire, c'est j'adore ce que l'autrice m'a fait ressentir envers son personnage principal. Une vraie teigne. Haha, au cachot. Oui, Tu penses que c'est toi? c'est le mien. Lequel? Pour parler de mon premier roman. Du premier roman? Ouais. Eh bien non, ce n'est pas toi, c'est... Tant mieux. Tant mieux finalement. Yellowface. Ah de oui, R.F. Kuang. super bouquin. Que tu as lu. Que j'ai lu quand il est sorti il y a 3 ans, qui a Ouais. été le phénomène en librairie, Ouais. qui m'avait été recommandé à l'époque par une copine qui bossait dans cette maison d'édition. Mhm. Dont je me souviens plus laquelle c'est. Mais c'est vrai que c'est l'histoire d'une meuf qui est odieuse et jalouse. Ouais. Elle est vraiment imblairable. Mais moi, je suis très très fan des personnages principaux qu'on n'aime pas. Mhm. Et je suis aussi très fan des personnages principaux que on déteste au départ et puis qu'on finit par Oui. apprendre à aimer, ou l'inverse. J'aime beaucoup qu'on prenne le contre-pied de cette chose qui est fondamentalement classique, Oui. qui est de sauver un personnage et de lui faire, de nous le faire l'apprécier en racontant son passé, en racontant pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, et puis en le faisant réparer ses erreurs au temps Ouais. présent. Ouais. Je trouve que c'est très intéressant de commencer par avoir des héros et de les salir au fur et à mesure. Moi, c'est ce que je fais là. J'écris un film avec mon conjoint sur 4 personnages qui sont très amis au départ et qui, suite à un héritage, vont être confrontés à la réalité de ce qu'ils sont les uns les autres Mhm. et qui sont Aïe, les aïe, aïe. pires gens de la planète. Et je trouve ça très amusant, mais c'est un peu le truc de voilà. Succession. Au début, tu te dis pourquoi pas, et en fait, c'est tous les pires gens, quoi. Ouais. Et je trouve toujours ça intéressant. Et en France, je trouve qu'on est très très frileux à produire des histoires où les personnages principaux ne sont pas des purs héros. Ouais. C'est vrai. Et dans la littérature, oui, mais au cinéma, c'est très difficile Mhm. d'avoir des personnages un peu plus nuancés et un peu plus cruels. Et je trouve ça extrêmement dommage, quoi. Donc, Ouais. de toute façon, enfin.
Bref. Ok, question numéro 2. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, effectivement, il y a un peu ce truc-là. Je pense que ça va peut-être venir, et après, ça reste du sous-genre, peut-être, entre guillemets. Enfin, ça reste pour l'instant l'apanage des gens qui écrivent des bouquins peut-être un petit peu plus, j'allais dire, alternatifs ou un petit peu plus. Enfin, malheureusement, peut-être qu'il nous faudrait une grande saga avec Mais quelqu'un bien de détestable. sûr, mais oui, mais c'est très. Pierre Lemaitre. Est quand même un grand conteur de sagas, a toujours, là, dans sa trilogie actuelle, là, il a un personnage qui s'appelle, je sais plus, parce que je viens de commencer, comment s'appelle ce personnage ? Un personnage d'une meuf qui est atroce, mais qui est atroce comme on aime. Ouais. Moi-même, là, tu vois, dans mon prochain bouquin, ma narratrice est une femme détestable. Ouais. En tout cas, elle est pas détestable parce qu'elle est méchante, elle est détestable parce qu'elle en a ras-le-bol de la vie, elle a envie de mourir. Elle fait tout d'ailleurs pour mourir, elle essaye de provoquer la mort par tous les moyens possibles et imaginables. Elle est très acariâtre. Mais moi, j'adore les personnages acariâtres. Et je trouve qu'on est vraiment dans une ère. Et tout à l'heure, tu vois, tu disais, j'ai pas envie d'être une vieille conne. Et ça, je comprends parce que on n'a pas envie d'être des vieux cons politiquement parlant, par exemple, ou sociologiquement parlant. En revanche, je vois pas de mal, parfois, à être un peu vieux con ou vieille conne sur certains sujets. Voilà, je vois pas de mal à être un peu grognon, à être un peu, voilà, c'est encore, on dérive encore de notre sujet qui était juste oui ou non. Non, mais j'adore parce que c'est une ode à la grognonnerie et finalement, on n'en parle pas assez. Mais oui, mais et puis on a le droit de râler, on a le droit de dire qu'on n'aime pas des trucs, c'est pas grave, quoi. Putain, moi, le règne de la positivité et de la bienveillance, c'est un truc qui m'agace profondément, donc voilà, ouais. Ah, je sais pas, moi, Pas de la bienveillance, pardon, de la complaisance. Oui, ok, d'accord. Tu vois. La positivité, ça peut aider. Oui, les gens qui vont profondément mal et qui se plaignent toute la journée n'iront jamais mieux. Donc, en fait, ils ont le droit, effectivement, on peut se battre pour qu'ils aient le droit de le faire. Mais c'est ça, c'est-à-dire laisser les gens être ce qu'ils sont aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, ce truc de tout le monde doit être comme ça, tout le monde doit être en train de positiver tout le temps. Je trouve ça super agaçant. Respectons l'individualité des individus, en fait. C'est agaçant. Oh là là. Et puis, je déteste ça. Du coup, on tend vers des uniformisations des personnages de fiction que je trouve hyper boring, tu vois. Donc, stop. Ok. Voilà, c'est mon coup de gueule. Eh ben, tu fais bien de le. Cette tribune est la tienne. Sen Johnson a écrit horrible, super ennuyant et long. Le seul mérite qu'il a est que l'atmosphère qu'il dégage est incroyablement bien construite. J'adore. J'adore parce que ça commence tellement mal et en fait le gars a un peu aimé. Mais oui, mais tu vois, mais ça c'est mon plaisir, c'est que depuis que je lis les avis glyphes, je me dis mais ça va pas ou quoi. Genre, c'est drôle. J'ai un peu envie de dire que c'est le mien et le premier. Les gens se radoucissent, tu vois. Mais oui. Mais non, horrible, super ennuyant et long. J'espère un peu que c'est le mien. C'est terrible. Eh ben non, je t'aurais jamais fait ça. Il parle de 1984 de George Orwell. Mais l'univers est formidablement bien construit. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire ? Non, il dit l'atmosphère qu'il dégage. Et tu te dis, genre, oui, je vois où tu veux en venir. Mais horrible, super ennuyant, le mec est terrible. Ça, c'est trop drôle. Mais tu sais que les gens sont cruels. Hein. Ouais. Ah, mais parfois... Alors, il faut quand même dire un truc. J'ai de la chance, et plein de gens ont beaucoup de chance. Les 3/4 des gens qu'on rencontre et qui sont des lecteurs et qui nous font des retours sont les gens les plus sympas. Oui, bah oui. Mais vraiment, les plus gentils. Et moi, je veux vraiment remercier les gens qui dépensent 20,90 €. Ouais. C'est très cher. Les objets, les beaux objets sont devenus très chers, quels qu'ils soient. Et je trouve que c'est formidable qu'il y ait des gens dans ce monde gouverné par l'intelligence artificielle en ce moment, tu vois, qui dépensent 20,90 € pour lire une histoire originale d'une personne réelle. Je trouve ça formidable. Moi, j'ai pas du tout envie de tenir des discours de merde. Tu vois, l'autre jour, j'ai écouté la grande librairie. Je dis pas qu'ils avaient un discours de merde, mais juste, en fait, Augustin Trapenard demandait à tous les gens autour de la table, pour vous, c'est quoi la lecture ? Et tout le monde disait des trucs hyper intelligents, etc. Personne n'a dit lire, c'est un divertissement. Lire, c'est le premier bénéfice à tirer de la lecture, avant la politique, avant l'apprentissage de plein de choses, c'est d'abord de se divertir. C'est sûr. C'est pas grave. Et je trouve que la diabolisation de tout ce qui est divertissant est super agaçant.
Tu vois. Et en fait, j'écoutais ces gens-là parler et j'étais là, mais vous ne donnez pas plus envie de lire que ça aux jeunes, je pense. Parce que si votre propos, c'est de dire que les gamins lisent plus, je suis pas sûre que c'est en tenant des propos qui sont parfois un peu compliqués, avec des mots savants, etc., que vous allez leur donner envie de lire. Parce que lire, c'est d'abord un divertissement, un plaisir et un voyage. C'est tout point à la ligne, tu vois. Et après, il disait plein de choses que j'ai trouvées passionnantes et il y avait plein d'invités qui étaient super, une prof et tout. Enfin, il y avait plein de gens formidables, mais je me suis dit, il faut dire ça. Et donc, moi, je trouve formidable qu'il y ait encore plein de gens, parce que les gens, alors oui, les gens lisent beaucoup moins, mais il y a encore beaucoup de gens qui lisent. Et il faut valoriser ça, les gens qui lisent et qui achètent des bouquins, même si le monde est en crise et même si tout coûte cher et même si les gens n'ont pas d'argent et qu'on dépense 21 € consciemment pour lire quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je trouve ça formidable. Ça s'appelle la curiosité. Et je trouve que c'est la plus grande des qualités. Donc moi je voudrais quand même profiter pour dire merci aux gens qui font ça et merci aux gens qui font des beaux retours parce que putain c'est sympa de prendre 5 minutes d'une vie pour dire à quelqu'un dont on a aimé le travail qu'on l'a aimé. Je trouve que c'est génial. Pas merci aux gens qui prennent ce temps-là pour assassiner des gens sur Babel, même si c'est toujours très comique. Oui, voilà, c'est comique, mais il faut avoir un peu de... Faut s'être bien réveillé ce jour-là quand tu lis quand même faut être de bonne composition. Voilà, parce que parfois, t'as envie de répondre. T'as beau ne pas être mesquin. Une fois Jamais. Jamais, parce que quand j'ai envie, j'appelle mon mec et me dit « Chat, ne rentre pas dans ce jeu-là. C'est con, c'est mesquin. » Je veux dire, c'est pas grave. C'est pas grave de pas répondre. Un jour, il y a un gars ou une meuf, je sais plus qui m'a assassiné. C'était sous Greta et Marguerite, en plus. Qui je trouve est moins assassinable que mon premier roman où je comprends qu'il y ait plein de choses qu'on puisse ne pas aimer. Greta et Marguerite, c'est une histoire vachement plus consensuelle, vachement moins orale, etc. Bon, bref, beaucoup plus narrée et un peu plus littéraire. Et donc, je comprends pas, mais bon, peu importe, c'est pas la question. Mais évidemment que à chaque fois, je suis ulcérée et triste. Et puis 2 jours plus tard, ça me fait crever de rire. Et je raconte à tout le monde, tu vois. Ah oui, il faut que, j'allais dire que jeunesse se fasse. Pas du tout la bonne expression. Il faut que ça se digère un petit peu, quoi, je pense. Exactement. Mais c'est marrant parce que moi, ça me fait penser aux commentaires Instagram, mais c'est parce qu'en fait, toi et moi, comme c'était pas le même art de base, moi, quand je chantais ou que je faisais de la musique, enfin, tu vois, sur Instagram, tout le temps, j'étais très souvent confrontée à des gens qui n'aimaient pas ce que je faisais. Et moi, je leur ai répondu. Je leur ai répondu très souvent. Et je suis passée par plusieurs phases, tu vois. Il y a des moments où je répondais premier degré, j'expliquais que ça me faisait mal au cœur. Ça, c'est vraiment ridicule, mais bref. Il y a des moments où c'était vulnérable, c'était mignon. Ouais, mais bref, en fait, être vulnérable face à un troll d'internet ou à quelqu'un qui est déjà venu pour t'abattre, c'est ridicule. C'est vraiment l'équivalent de mettre une fleur au fusil de Trump aujourd'hui, quoi, tu vois. Non, mais c'est essayer de choper les gens par le biais de l'empathie et je trouve pas ça déconnant. Mais quelle empathie ils ont alors qu'ils sont venus pour t'abattre. Oui, mais parce qu'ils pensent souvent que tu vas pas répondre. Et quand tu réponds, c'est vrai. Ils sont un peu emmerdés. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est vrai ? Ouais. Je réponds et ils disent « Oh putain, en fait, ma meuf, elle adore ce que tu fais, puis en fait, c'est pas si mal, en fait. » Et ils reviennent sur leurs paroles. Et ils s'excusent parfois, Et voilà, parce qu'ils t'ont humanisé. Et il y a un truc parce qu'en fait, ils sont pris la main dans le sac. Et quand t'es pris la main dans le sac, peu importe le sac, en général, tu te sens con. Et c'est arrivé à un de mes amis, il y a pas longtemps, qui a dit du mal de moi à quelqu'un qui me l'a répété, mot pour mot, voilà. Et il a été pris la main dans le sac en train de faire un truc vraiment pas joli. Et on en a discuté, on est complètement passé outre, notre amitié a survécu à ce truc-là. Mais j'étais plus embêtée pour lui qu'autre chose, parce qu'en fait, on dit tous un peu des trucs dans le dos des gens, je veux dire, ça arrive. Parfois, t'es saoulé parce que tu vis un moment compliqué de ta vie. Et parfois, quand tu vas pas bien, t'es mesquin, ça arrive, l'humanité est complexe. Et ce qui est terrible, c'est quand, évidemment, tu te fais prendre. Et ça... c'est dur, hein. Ça, c'est dur. Mais je pense qu'on se fait tous prendre au moins une fois dans la vie. Oui, c'est vrai. Et c'est important. Et c'est caractère development, tu vois. Il y a un peu ce truc de t'es plus pareil après, quoi. Bien sûr. Écoute, il y a quelqu'un qui a écrit « Je l'ai lu au travail, je chialais tellement que toutes mes collègues de bureau voulaient le lire. » J'espère que c'est le mien, mais... Bon, allez, cette fois-ci, c'est bien le tien, évidemment. C'est Greta et Marguerite. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Et je crois que le titre du retour, c'était « Putain, Kalindi la claque !» Et sympa. J'ai adoré. Non, mais vraiment... ou alors « Putain, Kalindi les larmes !» Je sais plus, mais en tout cas, c'était absolument adorable. Ça fait tellement plaisir. C'est Pops qu'on embrasse, bien sûr. Mais tu vois, pardon, je me dis si je suis trop bavarde, mais je trouve ça tellement formidable et je n'arrive pas à m'y faire qu'un jour, tu as une idée seule dans ta chambre et que tu la développes, que tu lui donnes vie et qu'après, il y a des gens que tu ne connais pas qui lisent un livre. C'est un objet tellement particulier, je trouve, parce que
t'es dans l'intimité des gens. Ils te lisent au lit, ils te lisent, et en fait, il y a que toi, un peu comme le podcast, t'es directement dans les oreilles des gens, ça crée une espèce de, tu vois, de connivence très très forte. D'ailleurs, les fans de podcast sentent souvent ou de radio sentent souvent très très connectés aux gens qui les écoutent tous les jours, tu vois. Il y a un truc de cette relation parasociale là est plus forte peut-être que les réseaux, j'ai l'impression. Enfin, c'est fou. Et le truc du roman, c'est que tu les as pendant des jours, parfois pendant des semaines, dépendamment de la grosseur et de à quel point les gens lisent vite ou non. T'as été avec eux dans leurs pensées. Parce qu'une histoire, ça te hante si c'est bien écrit, ou en tout cas si l'histoire t'a plu, ça peut te hanter longtemps. Et je trouve que c'est formidable que cette personne que je ne connaisse pas et que tous ces gens qui écrivent des bouquins et qui rencontrent tous ces gens qu'ils ne connaissent pas soient quelque part mis en relation par le biais d'une histoire qui n'existe pas, qui n'est que fictive, qui n'existait que dans la tête de quelqu'un un jour, un beau matin, tu vois. Je trouve ça extraordinaire. C'est extraordinaire, et en plus ça a comme ce truc parasocial de je parle de moi de manière très intime et tout. Donc du coup ils sont à la fois avec toi, il y a une vraie connexion qui est artistique, qui est belle, sans avoir les mauvais côtés d'eux. Ils ont l'impression que t'es leur meilleur ami et tout, parce Exactement. Il y a cette barrière de la fiction, tu vois, qui est assez sympa. Exactement. Quelqu'un a écrit à lire absolument pour ses fans, et surtout les personnes qui ont du mal, qui ont dit du mal d'elle dans le passé. Je pense pas. J'ai mis d'elle parce que je voulais brouiller les pistes à tout ça à chaque fois, et voilà, lire absolument pour ses fans, et surtout toutes les personnes qui ont dit du mal d'elle dans le passé. Eh ben, je ne sais pas, mais je dirais que ça n'est pas de moi dont il s'agit. Il s'agit effectivement de Florent Pagny. C'est Pagny par Florent. C'est un très 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 beau livre que je te conseille pas. Oui, voilà, c'est Cécile qui nous a écrit ça, et elle a fait un long paragraphe. Cécile, elle était émue d'avoir connu un peu plus de détails justement sur sa star. Bien sûr. Toute son évasion fiscale n'a pas vraiment été évoquée dans ce bouquin, et c'est étrange. Ah ouais, parce que tu l'as vraiment lu ? Non. Putain, dommage. Non. J'aurais adoré que tu sois tapé la biographie de Florent Pagny. Vache. Non, j'ai des petits côtés comme ça, sadomaso, mais pas à ce point-là. Ouais, voilà, tu m'étonnes. Écoute, il y a Viviane Doury qui, elle, a écrit à travers son franc-parler, qui, là, caractérise, et elle tente de transmettre ces valeurs qui ont tendance à se perdre aujourd'hui, auxquelles nous tenons pourtant toujours. J'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'un bouquin de sociologie, donc je vais dire pas le mien. Eh ben, c'est de la très très belle sociologie, car il s'agit de Patrick Sébastien. Nostalvie. Nostalvie s'appelle son livre. Ouais, Nostalvie. Merci Seigneur pour ce cadeau du ciel. Ouais. Il y en a beaucoup. Ils ont tous des noms fantastiques. Faut savoir que Patrick n'a pas la plume dans sa poche, parce que vraiment, il y a beaucoup d'ouvrages. J'étais choquée. Il a beaucoup écrit. Ah ouais. C'est un auteur prolifique. Ouais. Et voilà, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Aimez-vous, bordel. Je crois qu'il y en a d'autres qui parlent du showbiz, il y en a d'autres qui parlent de... Mais c'est assez fort. Si Patrick Sébastien n'était pas aussi Patrick Sébastien, tu aurais pu le recevoir dans les crapules du showbiz, mais malheureusement, c'est un invité trop problématique. Ouais. Dommage. Je crois qu'il y en a qui s'appelle Putain d'audience. Putain d'audience. Tu vois, un peu en mode genre, oh là là, tout ce que ça nous fait faire. Alors que dans Excuse-moi, Nala, mais est-ce que tu devrais pas en prendre un peu de la graine pour ton ouvrage bientôt paru aux éditions ne sais pas quoi? Ouais. Les fameuses éditions on ne sait pas quoi. Bah ouais. Qui carburent en ce moment, qui oublient plein de choses. Écoute, une dernière citation. S'il te plaît. J'ai rencontré l'auteur lors d'une séance de dédicace. Elle est très accessible. Je pense que c'est quelqu'un, genre, attends, j'essaie de me mettre à ta place. Liane Folly. Eh bien non, c'est toi. C'est toi. Écoute, Marie-Sara t'a adoré, et elle a adoré Les Jours Mauves. Ah bah c'est très sympa. Merci beaucoup Marie-Sara. C'est très accessible. Je suis contente de savoir que je suis accessible en dépit évidemment de mon incroyable célébrité. Bah ouais, les gens ont du mal à s'arrêter de m'interrompre dans la rue quoi. Bah, donc après la couverture de magazine, le JT avec le gilet trop court. J'ai fait le métro l'année dernière. Oh, j'avais l'affichage métro. Bah, bien sûr. Bah, mais là, ça c'était très impressionnant. C'était l'une des premières personnes que je reçois qui a un affichage métro. Non, il y a eu Manon Bril aussi, je crois, qui a eu son petit affichage métro. Ouais. Mais j'étais très impressionnée. Alors, faut savoir qu'en plus, moi, ça m'a fait vraiment un choc mental. Pas du tout, c'est pas le terme, mais j'avais le livre sur moi sceptique. le jour. Alors, choc sceptique. Le jour où je t'ai vu dans le métro, et je me suis dit, putain, c'est marrant. Et donc, du coup, j'ai fait vraiment cette photo de folle du bus, quoi. Je me suis pris en photo avec le livre devant l'affiche. Mais t'es trop mignonne. Et vraiment, je me suis dit, mais quelles étaient les chances, quoi, tu vois. C'est dingue. Les chances qu'en fait, c'est sorti en même temps que
le bouquin. Ah donc, oui, non, mais vraiment, les chances étaient au maximum. Mais pour moi, c'était divin, quoi. Oh, c'est trop sympa. Mais oui, j'étais très contente. Mais le gros problème de cet affichage métro, c'est que j'avais ce jour-là une coiffure plate. Et donc, j'ai passé 2 semaines dans le métro avec un crâne plat. Ah non, comme si je elle est m'étais. bizarre, cette photo. Elle est atroce. Et tous mes potes m'ont dit, meuf, pourquoi cette photo, genre? Ah ouais, mais tous mes potes sans exception, genre. Et qui étaient là, mais meuf, je comprends pas. Parce qu'en fait, je leur présente, tu vois, le choix qu'on a pour de photos. Ils étaient tous là, mais il y en avait des 1000 fois plus belles, genre. Ah ouais. Et j'étais là, je comprends pas pourquoi on a choisi cette photo où j'ai vraiment le crâne plat. On dirait qu'il y a un castor qui s'assit sur ma tête, mais tu je la vois. trouve très jolie. Mais c'est vrai que je fais pas attention au volume capillaire des personnes dans le métro. Tu as tort. Ouais, mais j'aurais dû faire attention. Alors, mais moi, je t'ai trouvé chouette. Je trouve que la direction artistique de cette photo est très très belle. J'aimerais souligner un truc, c'est très très étrange ce que je vais faire. Mais moi, j'ai un empire romain de toi, une photo. J'ai vu ça l'année dernière. Vous étiez à Cérémania avec les filles. Oui. Et il y a une photo de Alix et toi. Oui. Où vous êtes au max de votre glam. Oui, tout à fait. Juste toutes les deux. Non, mais attends, oui. Cette photo, pour moi, mais c'est fou que 2 personnes aient réussi à être aussi belles en même temps et photographiées. Ah non, mais dingue. De manière équivalente. Ouais. Genre, on avait vraiment, c'était incroyable. Alors, il y avait quelqu'un, donc on avait une super maquilleuse, une super coiffeuse. Donc, on était trop belles toutes les deux, on était trop bien habillées toutes les deux. Mais surtout, la personne qui a pris la photo nous a tellement retouchées. C'est vrai? Ah merde, c'est retouché! Ah non, mais c'est au-delà de la retouche. Oh non! Ah, c'est horrible ce que je viens de faire, du coup. Et tous mes ex ont mis des flammes et tout. Mais j'étais là, les gars, c'est pas mon nez? Vous avez pas vu que c'était pas mon nez? Oh merde! Mais moi, je vous regardais, je me disais, mais c'est fou! Ah, c'est fou! Non, on est très retouchés sur cette photo. Je vois très bien laquelle c'est. Qui est un peu en off, tu vois, qui fait un peu pas c'est backstage, mais ouais. Oh merde! Ah, ça me fume de rire. Ah, non, moi, j'ai honte. Et vraiment, avec Alix, on s'est dit, non, mais on dirait qu'on fait Real Housewives of Dubai, quoi. Ouais. Mais vraiment, quoi, on est sur-retouchés, on est comme ça en avant et tout, génial. Ouais, moi, j'adore cette photo. Bah, c'est le glam, oui, à l'américaine, un peu. Putain, c'est clair. Ah merde. Bah, mais tu rigoles, ne t'en veux pas, pourquoi? Mais parce non, qu'on est retouchés. Oui, bah oui. Oui, c'est le concept de la retouche. Souvent, on est un peu mieux. Bon, on va pas non plus faire de la langue de bois, c'est la vérité. Non, c'est vrai que c'est la vérité. Bah oui, c'est pas grave. C'est terrible. Je serais mieux avec un nez un peu plus droit, c'est la vie. Oui. Que veux-tu que je te dise? Non, mais bon, c'est la vie. Bah, voilà, de face, c'est un problème qui se voit que très peu, quoi. Merci pour mon Non, profil. mais tu vois ce que je veux dire. Oh bah, tu sais, j'ai globalement le même problème que toi. Hein. C'est assez différent, mais... C'est très différent, oui. Ouais, c'est très différent, mais il prend de la place, je trouve. Enfin, je vais pas te... Ouais, voilà, c'est ton nez. Il est très très beau. Bah moi, j'adorerais, je tuerais pour avoir ton nez. Parce que pour moi, ce qui va pas chez le mien, c'est le bout qui est du cartilage qui tombe. Mais en fait, c'est le nez. Et c'est normal, c'est un nez très oriental. C'est toi, t'es blanche. C'est pas les mêmes... voilà, c'est pas les mêmes traits, quoi. Et le mien, il est comme ça, il est comme ça. Écoute, on va vivre avec, on va mourir avec, et puis ce sera très bien. On aura une belle vie. C'est qui la jet set littéraire? Il y a des gens qui vraiment... sont connus, ont de l'argent et tout, mais c'est qui la jet set? Les gens c'est des auteurs, tu vois, ils sont devenus très riches grâce à leurs bouquins, mais c'est les célébrités un petit peu du milieu. Bah en fait, j'ai envie de dire un truc, c'est très... Alors, moi je suis dans ce milieu que depuis 3 ans, donc c'est très récent, mais donc je veux pas faire genre je maîtrise hyper bien le bail, mais il faut dire que je me suis fait beaucoup de nouveaux potes dans ce milieu, et je prends un pied mais monstrueux, franchement, parce que on va pas se mentir, ça se la pète, hein. Bah ouais. Ça se la pète chez les écrivains, parce que je sais pas, il y a une espèce de... La littérature, c'est l'art auquel tu peux pas toucher, j'ai l'impression. Enfin, il y a un truc, surtout en France, il y a un truc de la littérature, c'est chic. Et donc, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une hiérarchie chez les auteurs. Tu vois, il y a ceux qui sont, tu sais, ceux qui sont à la Blanche, ceux qui écrivent des trucs, ceux qui sont chez Gallimard, etc. Et puis, t'as les auteurs de feel good, qui sont souvent des meufs avec des couvertures très colorées, qui sont vraiment en bas de l'échelle. Enfin, tu vois, il y a un truc. Et pourtant, elles sont les rockstars de leur domaine, et c'est elles qui vendent souvent le plus. Ah bah oui. Enfin, en fait, tu vois, les gens cool ne sont pas forcément les plus gros vendeurs, j'ai l'impression. Ouais. Donc, t'as tout un espèce de jeu de trucs qui est redistribué. Et moi, je me suis fait des copains un peu jet set, un peu jet set, un peu jet 27. Mais et en fait, je constate que ça n'est une jet set qui ne parle qu'à ce milieu-là. Oui, bah oui, bien Parce sûr. qu'en fait, à part les gros vendeurs, je pense à David Fuenquinos, je pense à comment il s'appelle, Guillaume Musso, je pense à Marc Lévy, je pense à Amélie Nothomb, je pense à ces gens-là, sont un peu les rockstars de leur milieu. Mais voilà la rockstar. Enfin, je veux dire, je les adore, c'est pas infini pour eux. Mais personne ne s'est jamais évanoui devant Amélie Nothomb. Tu vois. Alors
Je pense que plus Amélie Nothomb pour le coup. Ouais. Je sais pas si quelqu'un s'évanouit. Devant Guillaume Musso, c'est sûr. Je sais pas, tu vois. Je pense que c'est pas le potentiel sexy d'une star de cinéma, d'une star de la musique. Tu vois, c'est pas le même truc. J'ai découvert son visage il y a très peu de temps à Guillaume Musso et je l'imaginais pas du tout comme ça. C'est vrai. C'est marrant, ouais, je l'ai vu et je me suis dit d'accord. Non mais tu vois, c'est un physique qui m'a laissé pantois quoi. Ah ouais, c'est vrai. Je me suis c'est dit, du bon. Ouais. Non mais c'est marrant, c'est pas loin de moi l'idée de critiquer son physique, tu vois. Mais je sais pas, je me fais toujours, alors ben voilà les clichés, tu vois, une image mentale quand on parle de quelqu'un et qu'on parle de machin et tout. Et c'est vrai que les auteurs, déjà s'ils n'ont pas d'écharpe, ce ne sont pas des auteurs. Évidemment. Pour moi, il faut qu'ils aient ce petit quelque chose d'ancien prof de théâtre, un petit peu poussiéreux. Ouais, et torturé un peu les deux, tu vois. Et là, il m'avait l'air tout à fait sympathique, bonhomme. mais exactement bonhomme. Ouais. Et je me suis dit, en même temps, ça va très bien avec le style d'écriture et tout, mais ça m'a étonnée quand même. Je me suis dit, il a l'air d'aller trop bien dans la vie pour être écrivain. Et après, je me suis dit, vu ce qu'il gagne, à mon avis, c'est normal qu'il sourie. Tu vois, non, t'as un peu aussi la jet set des écrivains. T'as aussi genre les Emmanuel Carrère et tout ça, qui sont eux pour le coup des enfants de la balle et puis qui sont un peu chic. Enfin, tu vois, Carrère, il fait aussi du cinéma, il fait un peu ce qu'il veut en vrai, tu vois. Voilà. Ça, c'est un peu plus intello, donc c'est la jet set intello un peu. Bah, je me dis, tu vois, je pense que en vrai, je sais pas si dans toute la France, les gens s'évanouissent en rencontrant Emmanuel Carrère, tu vois. Oh non, c'est sûr. Et je sais même pas si la moitié des gens savent à quoi ressemble Emmanuel Carrère. Non, c'est sûr. Donc j'ai l'impression que la littérature, c'est quand même un peu différent, à part pour ces très très grosses figures de proue, tu vois, que sont Amélie Nothomb, Marc Lévy, beaucoup quand même, qui est quand même une énorme resta, et puis à l'étranger, et puis voilà, je parle chez nous, parce qu'après il y a les grosses restas de la littérature mondiale où tout le monde sait à quoi ils ressemblent, etc. C'est pas forcément les plus sympas d'ailleurs, ni les plus, voilà. Mais je trouve ça très intéressant d'avoir moi j'ai adoré arriver dans ce monde parce que je me sentais j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce que je faisais avant, et surtout je me sentais plus remplie par ce que je faisais avant, et donc là je trouve que quand tu fais un nouveau truc, tu sais, et que en fait c'est exactement ce que tu voulais faire depuis toujours, il y a un truc de vent de fraîcheur où du coup j'accepte même les trucs qui me saoulent par ailleurs, tu vois, même les gens qui se la pètent, je suis là, franchement je m'en bats les couilles. En vrai ça me fait rire de te voir te la péter à ce moment-là, et voilà. Mais j'ai rencontré franchement des gens extraordinaires, je me suis fait plein de nouveaux amis que je trouve passionnants, des gens vraiment, et je voudrais, tu vois, et là j'ai eu l'idée récemment, j'aimerais beaucoup faire je lance un appel. J'ai très envie, parce que ce que tu disais est très intéressant, et ça rejoint un constat que j'ai fait déjà au préalable, qui est, on ne sait pas vraiment, ou la plupart des gens ne savent pas réellement à quoi ressemblent les auteurs, et il y a plein de gens qui n'ont pas la curiosité de regarder à quoi ressemblent les gens derrière les livres qu'ils lisent, parce qu'en fait l'histoire se suffit à elle-même. T'as pas envie de voir forcément qui l'a fabriqué, comme on n'a pas forcément toujours envie de savoir qui est le réalisateur d'un film, voilà, ça arrive. Et je me suis dit, en plus on a toujours l'image des écrivains, souvent on a des images masculines des écrivains, des images torturées, le truc de l'écharpe, c'est drôle parce que je pense instinctivement à Joyce Carol Oates, que j'adore, qui est quand même une grande écrivaine, et qui est cette espèce de petite femme comme ça qui ressemble à une menthe religieuse, et qui a toujours son écharpe violette qui est sa seule excentricité, parce que sinon mon Dieu, elle n'est pas très amusante, mais qui est une grande femme. Mais voilà, quand on pense à une écrivaine, on pense un peu Joyce Carol Oates, quoi. Alors qu'il en existe de toutes sortes évidemment, quoi. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas dépoussiérer l'image des écrivains, et j'adorerais faire une exposition photo des écrivains en mode sexy. Tu vois, en mode un calendrier peut-être. Ce calendrier de la littérature, mais un peu hot. J'adore. Et non, mais tu vois, je me suis dit, j'aimerais avoir une galerie où on expose, on fait prendre, tu vois, par exemple, lui, il adore l'époque médiévale, on le fait poser en chevalier extraordinaire avec une putain d'épée, tu vois, devant son aine, tu vois, une meuf qui adorait, je sais pas quelle est. Et tu vois, je me dis, dans leur univers, en mode sexy, pour dépoussiérer et pour dire, regardez, en fait, ce sont des vrais gens, et en plus, ils peuvent être un peu. Et parce que je trouve qu'on se dit pas assez que la littérature c'est sexy, putain, c'est dommage. Quoi de plus sexy que de traverser une histoire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Ouais, mais après il y a des gens qui sont juste timides aussi, tu vois. Je vois mal Amélie Nothomb se prêter à un shooting photo où il faudrait qu'elle se déguise et tout, tu vois. Même si moi je dis pas comme toi, moi. Alors je la connais pas, mais moi j'ai l'image d'elle un peu rockstar, tu vois. L'année dernière elle a fait un concert avec un groupe de hard rock qui l'a invitée sur scène, elle est allée faire le concert, elle a chanté et tout. C'est une meuf vachement plus déglingue qu'on l'imagine. Attends pour moi. Et non, mais en effet, tu vois, il y a plein de gens que je vois moins dans l'exercice. Oui, c'est clair, tu vois. Mais c'est pas des pentes non plus, tu vois, en termes de rock and roll un peu machin, tu vois. C'est vrai, mais justement, je me dis, et pour ceux qui ont pas envie, qui sont un peu timides, de dire, mais en fait, on vous prend chez vous parce qu'en fait, on a envie de raconter un peu qui vous êtes. Et j'ai envie de belles photos, tu vois. Mon pote Julien Dufresne-Lamy me disait avant-hier,
Ce serait super, moi, une de mes écrivaines préférées, elle vit à la montagne, totalement en ermite, recluse. On a envie d'aller la prendre dans sa maison dans la montagne. Tu vois, on a envie d'humaniser parce qu'en fait, comme les profs, on n'imagine pas qu'ils ont une vie en dehors de être à l'école. C'est pareil, on n'imagine pas que les auteurs n'existent pas que à la grande librairie ou pas. En fait, ça peut être des gens compliqués, mais aussi des gens faciles, super sympas ou super lugubres, sexy ou pas du tout. Et voilà, célébrons la pluralité des auteurs. Et j'ai très envie de faire une expo photo là-dessus, quoi. Pour redorer le blason de la sexiness des auteurs, quoi. Je suis d'accord, c'est une très très bonne idée. Merci, j'espère que tu arriveras à l'accomplir parce que vraiment, elle me plaît énormément. Merci, je cherche des sponsors, une directrice artistique ainsi qu'un photographe. Voilà. Non, mais vraiment, c'est très très sérieux par contre. Ah, c'est très sérieux. C'est la vie de ma mère, c'est vrai. On blague pas du tout avec la sexiness des auteurs. Personne n'attend cette exposition. Il y a des complots un petit peu dans le milieu littéraire. J'ai regardé une vidéo de Jeannot Solive, là, qu'on embrasse, qui parlait de Freda McFadden, qui en ce moment pète un peu tous les records aux États-Unis avec la série de La femme de ménage. La femme de ménage. Et apparemment, ces bouquins seraient en grande partie écrits par IA. Ouais, mais c'est intéressant parce que ça en dit long sur le fait qu'on ne supporte pas que quelqu'un ait du succès à ce point-là et qu'elle soit aussi prolifique. Alors on pense qu'on veut de la femme de ménage, moi j'ai pas lu, mais je veux dire en tout cas, cette femme a le mérite de sortir 8 bouquins par an. Je sais pas combien elle en sort, mais au moins 2 par an, je pense. Et en fait, on ne supporte tellement pas qu'une femme ait pu arriver à ce stade-là de notoriété grâce à l'exercice de son art qu'on est toujours dans la théorie du complot. Toi, tu le vois plutôt comme une manière de lui nuire. Moi, je pense que c'est clairement une théorie misogyne, Ok. Putain, c'est intéressant ça. Mais... Parce qu'il y a quand même, elle est prolifique quoi. C'est 2-3 bouquins par an, quoi. Je vais te dire quelque chose. Amélie Nothomb fait la même chose. On ne l'accuse pas d'avoir des bouquins écrits par IA. Parce que Amélie Nothomb, elle écrit 3 à 4 bouquins par an, je crois, dont un seul est publié. Et, d'accord, ok, ça change tout. C'est vrai que c'est une info que je n'avais pas. Mais oui, en fait, elle écrit tous les jours 4 heures ou 5 heures, je ne sais plus. Elle le raconte dans plein d'émissions. Ouais, c'est vrai. Et en fait, moi... Très clairement, si je ne faisais que ça, on parle Freda McFadden, je pense qu'aujourd'hui elle fait que ça, Amélie Nothomb ne fait que ça. Moi, si demain j'avais le luxe de ne pouvoir faire qu'écrire des romans, j'en écrirais 3 par an, c'est sûr. Puisque tu vois, là, le nouveau roman que j'ai écrit, le premier jet, je l'ai écrit en 1 mois et demi, 2 mois. C'est le premier jet, après il y a un travail sur 8 mois, 9 mois, tu vois, évidemment. Mais je veux dire, un premier jet de livre, si tu es à full time là-dessus, évidemment que tu peux en écrire plusieurs dans l'année. Donc, je pense pas que ça fasse forcément du bien au texte que tu écris parce que voilà. Mais ça dépend de comment tu écris, ça dépend de quel est ton objectif. Si tu es... moi, c'est toute ma vie, c'est ma passion, je ne veux faire que ça. Raconter des histoires, peu importe le média. Je peux dire que dans mon prochain roman qui s'appelle Les Solitudes de Petite Rivière, il y a notamment cette réflexion sur l'écriture et pour moi c'est le texte que j'ai écrit le plus important parce que c'est l'histoire d'un roman dans le roman en fait. Les Solitudes de Petite Rivière est un roman qu'écrit ma narratrice et qu'elle raconte chaque soir à un petit garçon un peu comme Scheherazade, tu vois, au roi Chara. Et je raconte ce que c'est pour moi que l'écriture et je dis à la fin que on a beau vouloir écrire des films, moi c'est ce que j'essaye de faire parce que j'ai une vraie passion pour le cinéma, des séries, je travaille sur une série actuellement, etc. Mais rien ne permet d'être libre comme on l'est quand on écrit un roman. Je pense, dans l'écriture de fiction, parce que tu peux tout faire. Versus, tu vois, quand tu travailles, quand tu essaies d'écrire des scénarios, t'es empêché parce que tu passes par des producteurs, des diffuseurs. Je veux dire, c'est une machine à broyer, tu vois, à broyer la créativité en réalité. Un livre, tu es seul. Et derrière, en général, tes éditeurs essaient de tout faire, de faire en sorte essayent de faire en sorte que tu puisses ne pas être bridé et livrer exactement ce que tu voulais faire. Au mieux, au pire, ils veulent te faire progresser dans ton approche de ton texte, mais jamais ils ne vont t'empêcher. Et donc, rien ne te permet d'être plus libre que ça. C'est tellement extraordinaire que moi, si je pouvais, si j'avais les moyens de faire, si j'avais le succès que je mérite, je ne ferais que ça. Donc je pense que Freda McFadden écrit ses livres, c'est mon avis, et je pense que le complot disant que c'est de l'IA peut exister. Je préfère croire que c'est un complot misogyne et qu'on peut complètement écrire 3 bouquins par an. Ok, j'aime beaucoup cette morale. Écoute, Kalindi, je crois qu'on peut, officiellement dire que tu es une crapule du showbiz. Ça a été très prolifique, ça a été beau, ça a été dense, ça a été tout ce qu'on peut espérer pour un podcast. Ah bon, bah ça va, tu me rassures. Kalindi, tu es officiellement une crapule du showbiz. Oh, merci, ça me fait très plaisir. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon Merci invitation. à toi. Est-ce que tu aurais une petite recommandation culturelle à faire? Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Oui, j'ai une très, très belle recommandation culturelle qui n'est ni plus ni moins qu'un roman d'un de mes très bons amis qui s'appelle Julien Dufresne-Lamy, qui a sorti il y a pas longtemps un roman magnifique qui s'appelle Elisabeth va très bien et qui est une beauté de roman comme tout ce qu'écrit Julien Dufresne-Lamy. Et non seulement j'ai lu son livre, mais je suis allée le soutenir à la Maison de la Poésie où une actrice a lu son texte. Il ne l'a pas fait lui-même parce que c'est un texte sur sa maman décédée dans des conditions mais tragiques, sur laquelle il enquête en fait. Et c'est un roman merveilleux qui parle de la manière dont on traite les femmes qui ont des soucis, des problèmes de santé mentale en France, et comment on les marginalise et comment on les exclut de la bonne société et comment on en fait des parias. Et c'est passionnant, c'est sublime, c'est très bien écrit. C'est vraiment du beau boulot et c'est publié aux éditions Lattès. Ok, magnifique. Eh ben, écoutez, on mettra le lien vers le bouquin en description. Moi, qu'est-ce que j'aimerais vous recommander? Je viens seulement de le commencer, donc ce serait mentir que de vous dire déjà que ce bouquin est fantastique. Je ne peux pas vous le dire de moi-même. Je connais l'autrice et j'ai l'impression que son travail est toujours formidable. Je veux parler de Pourquoi les hommes ont peur des femmes de Chloé Thibault, que j'adore, qui est une autrice féministe qui fait souvent des essais un petit peu sociaux et qui parle du féminisme de toute façon. Il y avait eu Désir et la violence juste avant, dans lequel elle raconte que depuis toute petite on nous apprend à désirer la violence à travers des archétypes dans des livres, au cinéma, tout ça, qui sont toujours un peu des hommes violents et qu'on glamourise énormément cette violence. Donc. Et là, ça va un peu plus loin, c'est un peu le contre-pied du coup de cette violence qui est glamourisée. C'est les hommes ont inventé pareil des archétypes de femmes qui font peur, la petite fille dans le couloir, les femmes âgées. Il y a plein de choses. Les femmes qui ont un business. Les femmes qui ont un business, les femmes véreuses, les femmes qui ceci, cela. Dès que tu ne rentres pas dans un moule, tu fais un peu peur et c'est un peu compliqué. La sorcière, quoi, tu vois. Donc voilà, Pourquoi les hommes ont peur des femmes, par Chloé Thibault. Pour l'instant, de ce que j'ai lu, c'est formidable, mais lisez-le vous-même pour vous faire votre avis. Ça donne envie. Bah ouais, grave. Toi, où est-ce qu'on te retrouve Là, à l'heure où vous nous écoutez, je sors un nouveau roman qui s'appelle donc Les Solitudes de Petite Rivière, qui est vraiment l'amour de ma vie. Franchement, je n'ai jamais écrit quelque chose qui m'a autant passionnée. C'est un livre qui parle du milieu de l'opéra, mais aussi de l'écriture. C'est un livre qui va de l'île Maurice à Séville, en passant par Madrid, qui raconte une galerie de personnages un peu grandiloquents et abracadabrantesques. C'est l'histoire de musiciens dont l'amour est empêché, de drames, de fantômes sans visage. Il y a plein de choses dans ce livre qui comportent un petit peu toutes mes obsessions pour tous les arts qui m'intéressent et pour tous les personnages qui m'intéressent et pour tous les spectres qui m'intéressent aussi, et qui sont pas forcément ceux qui font peur. Donc ça sort le 6 mai. Et puis, à côté, plein de choses en préparation qui sortiront cette année ou l'année d'après. Voilà. Ok, trop bien. Et puis je remets le petit lien quand même pour Greta Marguerite. Oh, mais bien sûr, n'hésitez pas. Voilà, ça mange pas de pain. Évidemment. Donc bon. Écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Oui, c'était long, non? Ouais, mais c'était super. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Tu sais, j'ai envie de revenir déjà. Ils sont consentants. Tu peux revenir une fois par an. On fait comme si je n'avais jamais examiné. C'est tout. Je voulais revenir le mois prochain. Bon, tant pis. On s'arrangera. Merci beaucoup. N'hésitez pas. C'est vrai que j'en parle pas souvent. Je fais tout le temps des call to action, mais un petit pouce bleu sous une vidéo YouTube, ça mange pas de pain. C'est vrai que c'est très à l'ancienne, c'est très le pouce bleu, ça aide. En ce moment, il y a des trucs qui s'appellent booster, on peut booster les vidéos, voilà. J'ai rien compris, mais ça a l'air formidable, donc n'hésitez pas à booster ma vidéo. Et puis voilà, à me laisser des commentaires. Comme d'habitude, je réponds à quasi tout le monde à partir du moment où je comprends ce que vous racontez. Non pas que vous écriviez mal, mais je suis pas souvent très bien réveillée. Je vous embrasse très fort, à bientôt pour de nouvelles aventures. Des baisers, plein la truffe, et puis à très vite. Ah oui, voilà, rien que ça. Au revoir. Allez, salut.